Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré à l'investissement immobilier et plus particulièrement à l'investissement immobilier à Dubaï. Nous avons déjà réalisé avec Michael, qui va se représenter en quelques instants, un épisode consacré à l'investissement locatif à Dubaï. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous solliciter pour que, on s'intéresse à l'activité d'achat-revente à Dubaï. Donc c'est ce qu'on va faire avec Michael. Michael, bonjour. Bonjour. Je suis encore ravi Olivier. de te retrouver pour ce podcast. De même. Donc, je te laisse te représenter pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de nous voir sur un podcast. Donc, pour rappel, on a fait un podcast consacré à l'investissement locatif à Dubaï et également un podcast consacré à l'immobilier à Bali, puisque Michael va vous le dire, il investit également à Bali. Michael, je te laisse te présenter. Bonjour Stan, merci pour l'introduction. Donc, moi, je m'appelle Michael, je suis de Cannes à la base en France. Donc, j'étais investisseur IMO en France pendant une dizaine d'années. Et après avoir fait pas mal de locatifs en France, de l'achat-revente, etc., j'ai décidé de m'expatrier à Dubaï pour, premièrement, pour diversifier ici. Donc, j'ai diversifié à Dubaï, à Bali aussi, on en a déjà parlé, mais voilà, à Bali aussi. Et j'ai décidé aussi en parallèle, comme je suis passionné d'immobilier, de créer mon agence immobilière à Dubaï pour pouvoir accompagner, pour pouvoir conseiller, pour pouvoir permettre aux personnes qui souhaitent diversifier à Dubaï ou à l'étranger de les accompagner tout au long du processus et donc pour pouvoir aussi en perso faire des activités d'achat-revente et d'investissement locatif. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à Dubaï actuellement. Voilà. Et ce que j'apprécie chez Michael, vous savez que moi, j'ai un degré d'exigence assez élevé concernant la transparence et la vérité sur la dimension d'investissement immobilier, c'est que Michael nous dit tout. Les avantages, les inconvénients, les points forts, les points faibles, les points de vigilance, les points d'attention sur les différentes façons d'investir, que ce soit donc à Bali, comme on l'a évoqué, ou à Dubaï. Et ce sera d'ailleurs l'objectif du jour. C'est donc, on va parler majoritairement donc d'achat-revente à Dubaï. Mais avant ça, un petit point sur les points d'interrogation, le contexte actuel en France. C'est vrai qu'il y a une certaine atmosphère, une certaine morosité sur la dimension investissement. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on est investisseur en France, on est comment dirais-je, très sensible aux évolutions, qu'elles soient fiscales, juridiques, réglementaires. Et en cette fin d'année, il y a plusieurs menaces, notamment la menace du rapport Le Meur. Donc c'est comment dirais-je, des politiques qui envisagent de revenir sur la fiscalité immobilière et plus précisément la fiscalité de la location meublée et le statut LMNP. Mon sentiment, moi, ça fait plusieurs années que je le dis sur ma chaîne, c'est que ça va évoluer puisqu'il y avait des anomalies dans le statut LMNP. Alors, je ne dis pas que je suis pour ces mesures, mais on va dire que je peux les comprendre. C'était trop beau pour être vrai, quoi, en fait. Comment ? C'était une belle niche, c'était Ouais, trop beau pour être vrai, ça ne pouvait plus durer, quoi. Surtout le régime réel qui permettait de bénéficier d'amortissements pour baisser sa fiscalité locative. Et de ne pas les compter au moment de la pas les compter au moment de la revente. Ça, on le savait que ça allait évoluer. Donc, à mon sens, il y a plusieurs scénarios. Là, au jour où on enregistre ce podcast, il n'y a rien qui est signé encore, mais il y a plusieurs scénarios qui sont proposés. Et à mon avis, ça va évoluer. Donc, face à ça, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de l'arbitrage, la possibilité de professionnaliser son parcours d'investisseur. C'est ce que je promue, moi, sur ma chaîne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on souhaite poursuivre son parcours d'investisseur, il faut se professionnaliser. La professionnalisation, ça passe par l'investissement en société, que ce soit une société civile ou commerciale, ou le statut LMP, qui lui ne devrait pas être impacté, en tout cas dans un premier temps. Ou alors, il y a la possibilité de diversifier, de se dire, et c'est la réflexion de certains abonnés de ma communauté, de mon audience, de dire, moi, l'investissement immobilier en France, je n'y crois plus, je veux investir à l'étranger, et notamment Dubaï fait partie des pistes de réflexion, donc on va y revenir dans quelques instants. Et il y a également la possibilité, ça fait partie des pistes de réflexion de certains investisseurs, d'opter pour une activité de marchand de biens. Il y a un effet de mode marchand de biens en France, tu as pu le constater aussi. C'est vrai que maintenant, par exemple, quand nous on a commencé l'immobilier il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus simple. Donc déjà, l'argent coûtait beaucoup moins cher.
Les travaux, c'était encore, voilà, on n'avait pas cette inflation qu'il y a eu récemment. Donc, je pense que ça a changé beaucoup de business plans, de beaucoup d'entrepreneurs de faire avant de la rénovation pour faire du locatif, justement. Et surtout, le prix de l'immobilier qui a énormément augmenté. Et c'est vrai que ce que tu disais, qu'il n'y a aucune visibilité fiscale en fait, parce que on parle d'augmenter les taxes foncières par exemple. Je ne sais pas si toi tu as vu tes taxes foncières augmenter, je suppose que oui. Ça explose. Et encore, nous, dans le sud de la France, parce qu'on est de la même région, ça va. Parce qu'il y a des régions, je sais, qui prennent, Paris même, je crois que ça a pris 50%, etc. Et malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de faire de l'immobilier actuellement que ce que ça l'était quand on a commencé. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour les jeunes d'ailleurs qui nous regardent et qui veulent se lancer dans l'immobilier locatif. Faut s'accrocher quoi, parce que c'est difficile d'avoir le même parcours entre l'immobilier qui coûte beaucoup plus cher, le coût de l'argent, c'est surtout ça. Quand on emprunte, avant nous on empruntait, on a plein de crédits à 0% ou 1%, et même il y en a qui te disent oui, mais à l'époque de nos parents ils empruntaient quand même à 5%, 7%, etc. Oui, mais quand ils achetaient soit en francs ou soit quand ils achetaient avec de l'immobilier qui était, je n'ai pas envie de dire donné, mais beaucoup moins cher, au moins 2 fois moins cher, c'est pas grave de payer ton bien à 5%, enfin 5% d'intérêt, si le bien tu le paye un prix raisonnable. Là, tu as les deux côtés, quoi. Donc, tu as l'argent cher et l'immobilier cher. L'immobilier n'a pas baissé, c'est-à-dire que quand les taux augmentent, on pourrait penser que l'immobilier va corriger. Ça corrige légèrement, mais là, en France, on le voit, et nous, on le voit au sein de l'agence immobilière qu'on a. Le nombre de transactions baisse, mais le prix de vente… Il ne baisse pas, les gens. Il ne baisse pas. Bon, là, on annonce une baisse des taux, donc voilà. Après, moi, sur les taux qui ont augmenté… Quand j'ai commencé à investir en 2007, les taux ils étaient supérieurs à 5%. Donc aujourd'hui, on revient pour moi à des taux normaux. Pour moi, l'anomalie, c'était les taux à 1%. Mais ça a permis quand même à beaucoup de se lancer. Bien sûr. Mais bien que ça ait profité aussi. En 2007, quand tu t'achetais, peu importe où en France, c'était pas du tout le au mètre carré maintenant. Donc, tu peux emprunter à 5% quand ton immobilier, tu le payes 1000 euros du mètre. Enfin, quand maintenant il est à 3000 et tu empruntes à 5%, ça a plus de… Et surtout, le vrai problème en France que tu n'as pas souligné, c'est que les locataires sont trop couverts en fait. Ça c'est un vrai problème. Les gens ils ont peur limite. Il y a des stratagèmes limite pour pouvoir ne pas payer le loyer. Bien sûr. Les propriétaires, on investit, on prend des risques, on emprunte, etc. Et au final, si un jour quelqu'un ne paye pas, on se retrouve le couteau sous la gorge. C'est une catastrophe. Donc il y en a plein qui perdent confiance en fait. Je pense. Et donc c'est pour ça qu'ils se tournent vers peut-être de l'achat-revente. Il y a une perte de confiance, il est clair, dans les réglementations, qu'elles soient fiscales, juridiques, réglementaires, et il y a une perte de confiance aussi dans l'application des lois, parce que tu évoquais la protection des locataires qui ne paieraient pas. En théorie, dans un bail de location, tu as une clause résolutoire. Parfois même, tu as un juge qui va indiquer que le bail il n'est plus actif, que la personne doit quitter les lieux, mais si la personne elle reste dans l'appartement, dans les faits, il faut qu'il y ait un préfet qui engage, qui prend la décision de sortir la personne par la force. Et ça, personne ne le fait. Sans parler des trêves hivernales. Parler des trêves hivernales, plus les délais de l'administratif qui sont… Donc c'est plus l'application de la loi qui ne se fait pas, parce qu'en théorie, ils vont te dire non, mais il y a des lois qui sont prévues. Mais bon, pour moi, c'est du vent, effectivement. C'est du vent. Et donc, il y a une insécurité totale lorsqu'on investit en France. Et ça, c'est vrai, comme tu l'as dit, et je m'en rends compte aussi, que ça emmène énormément d'investisseurs vers l'achat-revente, vers l'activité de marchand de biens. Il y a de plus en plus de formations qui vous vendent ça comme une activité facile. Nous, on a écrit, on a produit un livre donc avec Audrey, mon associé, sur l'activité de marchand de biens il y a plus de 3 ans. Et aujourd'hui, on continue à avoir autant d'intérêt en termes de vente. C'est fou. Qu'au moment où on l'a sorti. Et on s'interroge. Et on sait aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup de marketing qui est fait par beaucoup de consommateurs et qui vendent ça comme une activité. Alors sur le papier, c'est vrai, on n'a pas le problème de locataire. On peut générer beaucoup de cash flow d'un coup, entre guillemets. On vend ça comme une activité facile, mais c'est une activité professionnelle. Et sincèrement, pour la pratiquer depuis presque 10 ans maintenant, en étant associé, je précise, c'est vraiment pas quelque chose de simple. C'est très porteur, c'est passionnant, mais c'est pas une activité qui est simple. En tout cas, pas aussi simple que ce qu'elle est vendue par beaucoup de marketeurs. Est-ce que le livre est encore à jour 3 ans après ? Le livre est encore à jour. Il y a des petits détails sur… le taux réduit de l'IS peut-être, mais autrement, non, c'est à jour. Et on travaille actuellement sur une version 2. Non pas parce qu'elle est plus à jour la version 1, et puis elle continue à vraiment bien fonctionner, mais parce que on l'a écrit il y a 4 ans. Il a été publié il y a 3 ans, mais on a commencé l'écriture il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on a plus d'expérience. Et puis surtout, il y a des sujets qu'on n'avait pas abordés dans la première version, qu'on va aborder. On va s'entourer de
de marchands de biens professionnels aussi qui nous apportent beaucoup de par leur expertise, leur savoir-faire. Et ça, c'est des choses qu'on veut transmettre aussi. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Ça sera un livre encore plus pro, je l'espère en tout cas. Mais effectivement, il y a un attrait pour cette activité qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer. Mais attention, les jeunes investisseurs, attention, ceux qui veulent se lancer en marchand. Je vous y encourage, hein, on a écrit un livre pour vous y encourager. Mais voilà, soyez prudents, notamment face aux promesses. Faut bien comprendre une chose, c'est que pour se lancer en marchand, il faut, à mon sens, de l'expérience en locatif. C'est bien quand on va chercher un financement d'avoir des track records, c'est-à-dire de dire à une banque, bah, regardez, que ce soit des résidences principales ou des investissements locatifs, Ouais, je sais valoriser un bien. Ça, bien sûr. J'ai acheté tant, j'ai revendu tant, j'ai exploité pendant ce temps-là, je sais faire ça. Et puis après, il faut l'apport, il faut la trésorerie. Et même avec tout ça, aujourd'hui, les banques sont frileuses. Et parfois, on opte pour des solutions de crowdfunding ou d'investissement privé. Mais là, les taux, c'est entre 12 et des fois 17%. Donc ça, il faut l'inclure dans sa marge. Quand quelqu'un vous dit dans une publicité « Oh, il a acheté 200, il a revendu 500 », bon, déjà, de quoi on parle? Est-ce qu'il s'agit d'un achat-revente de résidence principale? Si oui, ce n'est pas du marchand de biens. Voilà, il faut le savoir. C'est un levier d'enrichissement, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir reproduire régulièrement. C'est une des seules niches en France encore Bien actuellement Bien qui sûr. tient, mais Bien sûr. pour combien de temps? Déjà, Pour on combien sait de pas. temps, on ne sait pas. Parce que l'OCDE avait envisagé de revenir sur cette niche avec une taxation. Et donc, voilà, quand on se lance en marchand, il faut vraiment prendre en compte la dimension financement. Et on le verra quand on parlera de l'achat-revente à Dubaï. C'est aussi une dimension très importante. Bien sûr. Il y a aussi la dimension travaux si on fait de la rénovation, la dimension juridique si on fait des divisions parcellaires, la dimension TVA, etc. Donc, voilà, ce n'est pas simple. Donc, faites attention à toutes ces personnes qui, entre guillemets, profitent d'un contexte pour vous dire « Regardez, le locatif, c'est terminé, c'est foutu, la location courte durée, tout ça. Il faut aller vers du marchand. » Et puis derrière, pour vous vendre des formations. Mais attention, soyez vigilants. Moi, je pense de manière générale, les gens, ils ont tout simplement plus trop envie de faire du locatif parce qu'en fait, ils se rendent compte de détenir des biens parce qu'ils se rendent compte que en fait, c'est clairement la vache à lait. Tu vois, donc, on voit... le climat politique en France, il est très tendu, on va dire, et surtout en étant investisseur, que ce soit dans l'IMO, mais de toute façon, quand on est obligé d'avoir la vision quand tu investis en immobilier, mais on a aussi le réflexe d'avoir la vision pour son pays et ses politiques, etc. Et quand tu vois la direction dans laquelle on va, je pense que les investisseurs en France, ils n'ont pas envie d'être pris pour la vache à lait. Et en fait, on voit que la France, elle est plus endettée qu'elle n'a jamais été au final. Et tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Parce que cette dette, c'est pas. Il va falloir la payer au bout d'un moment. Et qui paye? Il est où l'argent en France? C'est les taxes foncières, les impôts, etc. Et en général, on vient taper sur l'immobilier. Donc, je pense que, et c'est triste à dire, hein, mais je pense que les gens vont réduire les investissements en France de manière générale. Moi, à titre personnel, j'ai constitué un petit parc locatif qui est très bien, je suis très content. Mais aujourd'hui, très sincèrement, je vais m'orienter. Alors, j'ai toujours de la location courte durée, hein, je continue. Le locatif, je le garde. Par contre, si je devais poursuivre, je vais aller plutôt vers de l'immo commercial, qui est une gestion encore différente, où on n'a pas ces problématiques. Tu ne payes pas les taxes foncières, par exemple? Voilà, c'est le locataire, le preneur qui va la payer. On a également... pas de porte, etc. Non, voilà, également, mais surtout, on n'a pas de difficulté pour sortir quelqu'un qui ne paye pas. Okay. On n'est pas sur des lois d'habitation, loi Allure, on n'a pas ces difficultés-là. C'est vraiment du vrai passif. Voilà, l'entretien, tout ça, c'est vraiment... On peut réévaluer la charge du locataire. Absolument, on peut réévaluer on peut réévaluer les loyers. Il y a un peu moins de renta que sur du locatif par contre, mais l'un dans l'autre, tu t'y retrouves et tu dors tranquille. Ça dépend. On va dire que c'est plus la fiscalité parce qu'on est sur du revenu foncier. Mais bon, si on intègre ça dans une société commerciale ou civile, bon, c'est différent. On peut chercher des bons rendements quand même. Après, il y a une histoire de secteur, etc. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais moi en tout cas, c'est ce vers quoi je vais m'orienter maintenant. Plutôt l'immobilier commercial. Et puis l'achat-revente. Et l'achat-revente, évidemment, en marchand bien, en société commerciale, évidemment. Maintenant, parce qu'encore une fois, alors nous, on fait de la rénovation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas de concurrence à avoir beaucoup de marchands de biens. Souvent, il y en a qui me disent oui, mais tu écris un livre, indirectement, ça forme des marchands de biens, plus les formations, etc. Tu n'as pas peur que ça fasse de la concurrence? Et à mon sens, non, parce qu'il y a il y a tellement de rénovations à effectuer en France. Il y a un parc locatif, un parc immobilier,
qui maintenant commence à prendre de l'âge, qui est à rénover, qu'au contraire, il faut beaucoup de marchands de biens rénovateurs pour faire ça. Et d'ailleurs, a priori, là, à l'heure où je te parle, il y a eu un nouveau gouvernement en France. La nouvelle ministre du Logement, apparemment, est sensible à ça et souhaiterait inciter tous les rénovateurs, les marchands de biens, etc., à vérifier. Hein. À l'heure où je vous parle, c'est des annonces qui ont été faites, mais à faire des programmes peut-être de défiscalisation, etc. Et on peut faire la défisque en étant marchand de biens, justement à inciter les professionnels de l'immobilier, c'est pour ça qu'il faut se professionnaliser, à participer à la rénovation du parc locatif. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire parce que, tu vois, je pense, surtout dans notre région, si tu veux faire des beaux projets en marchand, il faut quand même opter il faut se positionner sur des biens atypiques, des biens assez rares, tu vois, pour pouvoir faire des belles opérations. Et je trouve que justement, il y a beaucoup plus de concurrence qu'à l'époque. Et alors, forcément, on comprend pourquoi, parce que tous les arguments qu'on vient de dire, les gens ne veulent plus faire du locatif, ils veulent se diversifier vers du marchand. Mais je pense que voilà, la concurrence grossit. Alors voilà, encore une fois, il y a marchand de biens sur des biens luxe et marchand de biens sur des immeubles de rapport à rénover, à diviser en lots, c'est du marchand aussi. Donc effectivement, il y en a pour tout le monde. Mais les vraies marges, les vraies plus-values, je pense qu'elles se font sur des biens luxe en général. Dans notre région, après voilà, mais voilà, la concurrence augmente. Dans tous les cas, alors j'entends ce que tu dis et je suis d'ailleurs assez d'accord. La concurrence augmente parce que aussi on est en concurrence et les marchands avec l'investisseur qui veut faire par exemple, du locatif, qui veut acheter, rénover pour exploiter. Même si aujourd'hui le locatif, voilà, mais c'est pas la fin du locatif non plus, c'est juste qu'il y a des adaptations à faire. Ça va se réduire. Ouais. Voilà. Et puis il y a aussi la concurrence avec quelqu'un qui veut faire sa résidence principale, par exemple. Voilà. Mais à mon sens, lorsqu'on se professionnalise et qu'on a les bons process, on n'est pas forcément vraiment en concurrence parce que les bonnes affaires, souvent c'est du off, on les a par un réseau, un écosystème, et eux ne travaillent pas avec tout le monde non plus, quoi. Et donc, sur les produits de niche, par exemple, nous on fait la rénovation sur la région cannoise, c'est de la niche, il y a plusieurs marchands de biens, mais on va dire on se marche pas dessus pour l'instant, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès déjà aux affaires, il n'y a pas tout le monde qui peut lever du financement, il n'y a pas tout le monde qui a les bonnes équipes de travaux, ou alors il y en a d'autres par exemple qui vont se positionner à des prix parce qu'eux peuvent avoir du stock, ils sont pas, pour le financement il n'y a pas de problème, ils vont pas se mettre forcément au prix de vente du marché, donc ils vont garder leur stock plus longtemps, donc les agents IMO après ils vont se dire c'est bien, je lui ai amené une affaire, par contre il met 1 an et demi à la revendre, 2 ans, donc nous c'est comme ça qu'on arrive à avoir des affaires parce qu'on se met au prix du marché, parce que nous on a des frais de portage qui sont assez élevés, donc le but c'est que ça tourne. Bref, donc oui il y a la concurrence, effectivement, avec cette mode du marchand, mais tout dépend de qui on parle comme néo-marchand. Voilà, le marchand qui est professionnel, qui a du financement, qui a du réseau, effectivement, lui, s'il arrive et qu'il est bien préparé, il va être en concurrence avec d'autres. Mais il y a suffisamment, ce que je veux dire, c'est que là, nous, on est focalisé sur notre marché parce qu'on le connaît. Maintenant, je pense qu'il y a un parc immobilier qui est à rénover un peu partout. Et justement, il y a des zones où on aimerait… En division, par exemple. Ouais, voilà, moi je le vois parce qu'avec l'agence IMO, on a des biens qui sont limite en arrêté de péril dans des cœurs de ville qui mettent en place justement des dispositifs de défiscalisation, d'incitation d'aide pour les investisseurs. Et sur ces sujets-là, il n'y a pas, justement, ça manque d'investisseurs, quoi. Donc effectivement, tout dépend de la zone dans laquelle on parle. Dans la zone dans laquelle on est. Moi, je suis pas très fan du marchand. Ouais, je sais, mais on en a. Moi, je suis trop attaché. En fait, je pars du principe que quand on fait du marchand, c'est sur des beaux biens. Je pense que vraiment, de façon générale, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a vraiment le marché du luxe qui va se développer, qui est en plein développement. Ouais. Les riches deviennent de plus en plus riches, je sais pas, ils veulent diversifier, ils achètent plus. Et en fait, quand tu veux faire des belles prestations dans des beaux biens, souvent atypiques, avec des vues, etc., moi, franchement, je suis trop attaché aux biens et ça me fait trop mal au cœur de revendre. Je me dis, c'est compliqué à trouver. Évidemment, il faut gérer tout ce qui est partie financement, travaux, etc. Donc ça prend du temps, on s'attache aux biens, la vue, etc. On sait que c'est rare à obtenir et quand on a le bien fini, le revendre, tout ça pour gagner un billet, franchement, moi, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Tu as visité le dernier projet qu'on est en train de faire avec Audrey sur Cannes. C'est vrai que celui-ci, quand on va le vendre, on a un petit attachement parce que tu te projettes aussi, quoi. Tu fais tout pour que ce soit le plus accueillant possible.
Mais bon, pas d'émotionnel en immobilier, comme on dit. Hein. Moi, je peux pas. Je suis passionné, Ouais, attaché. c'est difficile. Je le comprends, dimension émotionnelle, je le comprends tout à fait. Alors, limite, un immeuble que tu découpes en 10 studios et que tu revends Même que tu revends en plateau, tu es moins attaché. Ouais, mais des biens typiques comme ça qui sont. En fait, c'est la rareté. Et je me dis, sentimentalement, tu vois, ça te pique. Ah ouais, non, d'un point de vue émotionnel. Mais bon, après, voilà, quand tu reproduis, tu as aussi cette satisfaction de te dire, j'ai transformé ça en ça. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va vivre dedans et qui va profiter de ça. Tu peux aussi te dire, je participe quand même à la rénovation d'un parc. Et puis voilà, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, j'aimerais bien avoir suffisamment d'argent pour me garder ça en résidence secondaire, quoi. Bien sûr. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est la difficulté de retrouver des bonnes affaires. Donc, on en a parlé rapidement. Moi, je juge ce qui est difficile. Après, je ne fais pas de marchand en France, donc je ne sais pas trop. Mais de trouver, de rénover, de le revendre. Bon, tout ça pour gagner un billet. Bon, ça dépend de combien on parle, mais et de, en gros, ne plus rien avoir et de repartir à zéro pour retrouver une affaire, etc. Pour moi, franchement, c'est pour ça que d'ailleurs, on a fait la vidéo sur la main levée hypothécaire, ce qui était pas mal. Ça te permet de vendre ton bien partiellement, mais de quand même utiliser l'argent pas cher, garder l'effet de levier et garder des revenus locatifs en parallèle. Avec les lots qui restent. Avec les lots qui restent. Donc ça, c'est une bonne solution. C'était lié surtout à une stratégie d'arbitrage. Et d'ailleurs, la main levée hypothécaire, j'en ai encore la vidéo, on l'a faite il y a 2 ans. J'ai encore qui découvrent ça. Des questions, bien sûr. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est très puissant comme levier. On mettra le lien s'ils veulent, comme ça. On mettra le lien. C'était d'ailleurs la première vidéo qu'on avait fait ensemble. Voilà, donc là, on a vu effectivement les interrogations qui peuvent naître chez les investisseurs en France. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Le locatif, on ne le sent plus trop. Alors, ce n'est pas la fin du locatif, encore une fois. Il faut juste se professionnaliser. Et quand je dis ça, c'est pas, il faut juste, c'est facile. Il faut mettre en place les choses pour se professionnaliser et peut-être ne pas attendre de l'immobilier des revenus immédiats, du cash flow immédiat pour pouvoir être libre financièrement en 6 mois. Vous pouvez, faire de vos investissements locatifs des leviers très puissants pour développer votre patrimoine, pour vous enrichir sur le long terme, sur le moyen terme et le long terme. Maintenant, effectivement, moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent qu'est-ce que tu penses de l'investissement à tel endroit? Alors moi au début j'étais fermé, jusqu'à qu'on fasse notre première vidéo ici. J'étais assez fermé en disant oh mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Enfin en France on a quand même des conditions pour emprunter, on a des taux quand même qui étaient à l'époque accessibles. On a des locataires qui touchent des aides, on a aussi les garanties Visal pour quand même nous protéger. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on peut quand même malgré tout être protégé. On peut être protégé. Sur le papier. Sur le papier. Moi, j'ai déjà utilisé Visal, c'était efficace. Mais voilà, c'est peut-être pas suffisant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'avais cette réflexion de me dire, mais pourquoi tout le monde parle de l'herbe elle est plus verte ailleurs et tout? Quand même, en France, c'est pas mal. On a fait cette première vidéo sur Dubaï. J'échange aussi avec des amis qui sont expatriés dans d'autres pays, qui me parlent de l'immobilier là-bas. Et effectivement, je me suis ouvert. Et j'en ai parlé dans le podcast précédent. Il y a du progrès. Il y a du progrès déjà, comme quoi je ne suis pas hyper fermé. Je me suis ouvert et surtout, je m'interroge, voilà, il y a des enfants, etc. Je me dis, voilà, comment je perçois le pays, la France, l'investissement en France dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est pas évident, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, il y a une interrogation sur la diversification. Et diversifier, pour moi, aujourd'hui, c'est une bonne stratégie. On avait indiqué dans le premier podcast que c'était quand même bien de commencer à investir en France et après de diversifier. Moi, je reste sur cette réflexion-là. Disons pour une personne qui est impliquée en France, qui a un CDI, qui a un emploi, qui a sa famille, etc., et qui aimerait bien avoir un pied-à-terre qui peut lever de l'argent, bien que ce soit à 3 ou 4%, je pense que ça va revenir à 3,5%. Au lieu de payer un loyer, même si elle se fait une résidence principale, elle l'améliore un petit peu, elle ne perd pas d'argent, elle a de l'épargne forcée parce qu'elle peut ne pas, même si elle ne gagne pas d'argent, elle rembourse une partie pour elle à la banque, c'est l'épargne forcée. Dans 20 ans, elle ne regrettera jamais de l'avoir fait. Ouais, par contre, continuer à faire des dizaines d'acquisitions en France comme c'était le cas à l'époque quand on avait un minimum de visibilité fiscale. Voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne prennent plus cette voie, qui souhaitent justement diversifier et à l'étranger aussi. Ouais. Eh ben, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait cette vidéo qui avait eu beaucoup d'intérêt et qu'on souhaitait, s'intéresser à l'achat-revente.
parce qu'on a parlé de l'achat-revente en France, évidemment c'est un levier d'enrichissement, hein, ça c'est indéniable. Hein. Voilà, je mets en garde sur le fait que c'est pas facile, mais il est clair, et sinon on le ferait pas, que c'est un levier d'enrichissement puissant. Et on trouvait ça pertinent, et en plus on a eu des sollicitations, de s'intéresser à l'achat-revente à Dubaï. Toi, la dernière fois qu'on t'a vu, qu'on t'a laissé, tu avais donc fait l'acquisition d'un appartement. C'était en off-plan, d'accord, qui devait être livré pour mars ou avril. Non, qui devait être livré cette année en fait. En fait, sur le papier, c'était fin de cette année. Ils avaient de l'avance. Là, normalement, ça devrait être livré incessamment sous peu. Et donc, tu vas nous expliquer, mais je crois que ce bien-là, tu l'as revendu. Je l'ai revendu, Et tu as pris conscience qu'il y avait un véritable effet de valorisation de l'immobilier à Dubaï. Encore une fois, on va en parler, il faut bien acheter, etc. Très puissant, avec une fiscalité qui est confortable, et puis qui t'a fait ensuite faire ce que tu fais aujourd'hui, et on va en parler, de l'achat-revente, de la rénovation de biens ici à Dubaï, avec des marges plutôt intéressantes. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a émergé chez toi, cette envie d'aller vers l'achat-revente à Dubaï? Parce qu'au départ, toi, tu es moins impacté que les investisseurs en France par ce qui se passe en France, et pourtant, tu es allé naturellement vers l'achat-revente. Alors, à la base, moi, j'avais fait un investissement pour faire du locatif. Ça, c'est la première chose. Donc, peut-être que je rappelle rapidement comment ça fonctionne Dubaï. Dubaï, quand on veut se positionner sur un bien, on a accès. En général, les personnes achètent en off-plan. Donc, c'est des biens qui ne sont pas construits. Bon, on mettra le lien de la vidéo qui dure plus d'1 heure, qui explique vraiment tout, avec les avantages, les inconvénients, etc. Une formation complète. Mais pour ceux qui découvrent cette vidéo, voilà, je fais un petit résumé. Donc, en gros, on peut se positionner sur des biens. On peut devenir propriétaire à Dubaï aujourd'hui avec de l'argent qu'on va gagner demain. Donc, comment on peut effectuer cet achat? Avec un plan de paiement. Donc, par exemple, toi, tu te positionnes sur une unité aujourd'hui, tu vas avoir un plan de paiement, admettons que ce soit 50-50. Donc, tu as 50% de l'appartement à payer pendant la construction et 50% à la remise des clés. Parfois même, tu as un post-handover payment plan. Donc, un payment plan après même la remise des clés. Donc, ce qui est très bien, tu peux bénéficier du fait de mettre un locataire dans l'appartement pour pouvoir générer des revenus complémentaires pour pouvoir payer les échéances aux développeurs que tu dois encore payer 50% ou 30%, peu importe selon le plan de paiement que tu as eu quand tu as acheté ton appartement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc tu as des paiements étalés. Donc ça c'est bien, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire ça. En général, les constructions durent 2-3 ans. Donc même s'ils n'ont pas tout le cash tout de suite, par exemple, ils ont 50 000 euros d'apport ou 30 000 euros d'apport, ils peuvent se positionner avec 30 000 euros, ce sera plus vers un studio. 50 000 euros, ils peuvent acheter un 2 pièces. Ils mettent 50 000 euros parce qu'il y a quand même 24% à payer. On l'avait bien détaillé, mais voilà, je rappelle rapidement. Et après, il restera sur les 24%, il y a 4% qui vont au DLD, donc Dubai Land Department, c'est les frais de notaire, en gros, grossièrement. Et donc, il y a 20% qui vont pour l'appartement. Et donc, tu aurais dans ce cas-là, donc si c'est un plan de paiement 50-50, encore 30% à payer jusqu'à la remise des clés. Donc, ça veut dire que tu as 30% de ton unité à payer sur 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est rien en fait. Les gens, ils ne le sentent pas passer. Quand tu as un bon salaire en France, où tu sais que tu vas avoir des bonus, où tu sais que tu as des opérations IMO, ou alors tout simplement tu as du locatif, tu sais que tu vas réussir à générer ces fonds parce que tu as le plan de paiement en amont. Donc, tu sais déjà quand tu vas devoir payer. S'ils respectent les délais, mais ça ne sera jamais avant. Ou alors peut-être un mois avant, mais voilà. Tu peux visualiser concrètement tu peux planifier déjà en amont. Donc ça, c'est très bien. Pour la partie à la remise des clés, il y a l'option de l'effet de levier à Dubaï aussi. Donc on peut lever des fonds, ce que je ne recommande pas particulièrement parce que l'argent est un peu plus cher qu'en France. Mais voilà, toujours mieux fait que parfait. Donc en fait, on peut aussi lever des fonds à Dubaï. Même en étant non résident, donc on l'a bien détaillé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo qui parle d'1 heure sur les financements à Dubaï pour les résidents, non résidents. Je parle aussi des prêts islamiques, etc. Donc voilà, je mettrai le lien. Et ça, avec un courtier en anglais. Ouais. C'est en anglais sous-titré. Donc, voilà. Michael est bilingue. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne l'acquisition d'un bien à Dubaï. Voilà. Donc après, on a évidemment beaucoup d'avantages avec ça. Donc que ce soit par exemple peut-être de pouvoir se faire des papiers, donc des Emirate ID comme on appelle ça. Donc c'est des cartes de résident grâce à ces investissements. Donc que ce soit en tant qu'investisseur ou alors Golden Visa selon le montant investi. On peut aussi évidemment ouvrir des comptes en banque, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages qui vont avec cette acquisition.
Aussi le fait que ce soit non imposé, donc on n'a pas d'impôt, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, pas d'impôt sur les loyers, pas d'impôt sur la plus-value. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages à Dubaï. Je les liste tous dans la précédente vidéo, donc encore une fois, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Aussi, petite parenthèse, comme tu parlais des enfants tout à l'heure, il y a aussi pas de frais de donation ou alors minime. Ça, c'est une vraie question pour les investisseurs qui ont du patrimoine en France. Il y en a beaucoup qui me contactent et qui me disent c'est vrai qu'à Dubaï, moi je pense à mes enfants, il n'y a pas de frais de donation. Tu charbonnes toute ta vie. Pourquoi garder en France quoi. Donc, tu charbonnes toute ta vie et puis tu charbonnes, tu payes ton intérêt à la banque, tu payes tes taxes foncières et après tu payes ton impôt sur la succession. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. Il y a des stratégies à mettre en place, mais démembrement de propriété, etc. Voilà. On en parlera, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile. Exactement. Ici, quoi. Donc, en fait, moi à la base, je voulais simplement faire un investissement locatif pour diversifier à Dubaï, pour justement mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas acheter un bel appartement, donc, ou peut-être une maison, je ne sais pas, pour pouvoir y habiter. Et donc, je me suis dit, cet investissement locatif que j'ai fait, je vais devoir le revendre. Et je vais devoir utiliser l'argent mis dans cet investissement-là comme apport pour potentiellement partir sur plus gros. Ce qui arrive régulièrement en France. Et donc, moi, je vais te dire les chiffres. Donc, je pourrais les afficher sur l'écran. Mais moi, j'ai mon prix d'acquisition, c'était 650 000 dirhams. Divisé par 4. Divisé par 4, exactement. Ça, c'est le prix total. 180 000 euros. 180 000 euros à peu près. Voilà. Viennent s'ajouter à ça les frais de DLD, donc les 4%, comme on a dit. Frais de notaire. Frais de notaire, voilà. Donc ça fait à peu près 26 000 dirhams divisé par 4, ça fait 7 000 euros à peu près. 7 500 euros. Voilà, un peu moins de 7 000 euros. Sauf que moi, j'ai eu un plan de paiement 50-50. Donc en fait, à 50%, comme je viens de te le dire, à payer pendant la construction. Donc, au fait, moi j'ai une petite parenthèse, comme parfois, quand tu investis à Dubaï, quand tu payes un premier paiement un peu plus que ce qui est demandé, tu peux peut-être parfois négocier un petit pourcent de réduction, etc. Moi, j'avais négocié 1%. Donc, en fait, j'ai eu 6 500 dirhams de réduction, c'est pas grand-chose, mais voilà. Donc, en gros, mon bien, il n'est pas coûté 650, c'est 644 à peu près. D'accord. Pour être précis. Donc, 644, il n'y a que la moitié à payer. Donc, ça fait 322 plus les 26, ça fait 348 000 dirhams. Donc, ce qui est 50% plus les frais notaires. Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis. Et j'espère que tout le monde nous suit. Et il y a encore les 50% à la livraison à payer. Sauf qu'à Dubaï, tu peux revendre sur plan. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Exactement. Donc tu peux te positionner sur un bien et après, à partir de 40% payé, ça dépend des développeurs, mais à 40% à peu près, tu peux revendre ton bien. Moi, je l'ai revendu et en plus, je sais que je pourrais le revendre beaucoup plus maintenant. Je l'ai revendu il y a 7 mois à peu près. Et je l'ai revendu 805. D'accord. Ok, 805 000 dirhams. Donc sur ces 805 000 dirhams, il faut quand même rembourser aux développeurs les 322 que tu n'avais pas versé. Que j'avais pas versé. Alors c'est logique. Ok. Et donc quand tu regardes la plus-value, donc les 805 moins les 322, ça fait 483 000 dirhams moins ce qui ont été mis, donc les 322 plus donc 348. Donc, ça fait une marge de 38% net d'impôt. Par rapport à l'argent que tu as investi réellement. Exactement. Tu as touché, par rapport à cet argent-là, ça t'a rapporté 38%. 38%, voilà, sur un an à peu près. Sur un an et demi. Parce que tu as eu cette possibilité de revendre un plan de paiement parce que tu n'avais pas dépassé les 40 ou 50% d'apport. Exactement. Voilà. Et donc là, tu étais autorisé à revendre ce plan de paiement. Et donc, tu as revendu. Et donc, ça t'a fait une marge. Et c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ce que tu as mis. Je répète, vraiment par rapport à ce qu'a mis Mickaël en termes de financement. C'est par rapport à la somme investie. Par rapport à la somme investie, tu as eu cette marge-là. Et donc, c'est pour ça aussi que tu t'es dit, ça a fait changer. Enfin, tu t'es intéressé à. Tu as voulu voir en fait combien tu pourrais le vendre. Et puis, tu as vu que tu pourrais le vendre plus cher. Et tu t'es dit, bon, allez, du coup. Finalement, je comptais le louer avec un rendement intéressant. Exactement. J'avais un bon rendement sur le papier et je pense que c'est encore mieux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers augmentent énormément à Dubaï là, depuis qu'on a fait le podcast. Je crois que c'était début 2024, peut-être, ou fin 2023. Ça a pris 24%. Mais en fait, il y a tout le monde qui vient à Dubaï. On en parlera un peu plus tard. Mais les gens du monde entier viennent ici. Donc, en fait, même s'il y a beaucoup de construction, il y a quand même un marché locatif assez tendu. Et donc, voilà, il y a une demande. Donc, les loyers augmentent. Donc, voilà. Donc, même si j'aurais pu avoir une bonne rentabilité sur le papier, un bon rendement, je me suis dit pourquoi pas le vendre. Tenter de le vendre, en tout cas, voir s'il part. Et encore, je l'ai vendu pas cher. Je sais que j'aurais pu le vendre 850 ou un truc comme ça, mais je me suis dit bon allez, je préfère avoir les fonds sécurisés que voilà. Et donc en fait voilà, sur l'argent investi,
sur à peu près 1 an, même pas 1 an et demi, enfin voilà, à peu près. Ouais. Donc j'ai un retour de 38% sur la somme. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, tu t'es dit, oula, l'achat-revente, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Exactement. Et donc là, j'ai creusé un petit peu et je me suis dit, ben pourquoi pas. C'est comme en France. Quand on investit avec des petites sommes, on a des petites marges. Même si les marges, elles sont belles sur le papier, 25, 30%, etc., Oui. ça reste des petites, ça reste des petites marges, on va dire en termes de chiffres Oui, disponibles. bien sûr. Ouais. Mais, comme en France aussi, si on investit plus, même si la marge reste similaire, ben, on gagne beaucoup plus. Bien sûr. Ok. Ce que je te propose, Ouais. c'est qu'on fasse une petite pause. Ouais. On va sur place. Je vais vous montrer aussi le projet que je suis en train de faire actuellement. Et qu'après, on revient derrière les micros et on parle Donc, des chiffres. Est-ce que ça te projet va? d'achat-revente, de rénovation. Projet de rénovation de villa. D'accord, rénovation. Rénovation Allez, de villa. on y va. Let's go. On vous retrouve sur le chantier, sur le terrain directement. Allez, on va vous montrer la maison. Allez, venez avec nous. Donc là, à droite, on a l'ancien salon. Quand on rentre à droite, voilà, on a l'ancien salon que j'ai transformé en chambre avec la salle de bain et le dressing attenant. Je vous montre dans la nouvelle partie salon. Allez, venez avec nous. Donc voilà, là anciennement on avait la cuisine avec une chambre là-bas tout au bout et on a décidé d'ouvrir et faire des belles ouvertures. Donc je vous expliquerai après quand on revient dans le studio de podcast quelles autorisations il faut, combien ça coûte, le temps qu'il faut aussi pour avoir ce genre d'autorisation. Et on a la zone piscine, donc c'est la même chose, on a décidé de refaire complètement l'extérieur avec l'ancienne piscine qui a été détruite là-bas et de faire une belle piscine voilà, en plein milieu de la maison avec la zone pour les enfants, après pour que les enfants puissent jouer dehors. Et aussi de l'autre côté, on aura une pergola. Allez, je vous montre maintenant là le bureau. Donc là, on aura une partie bureau avec une entrée indépendante et là, ça mène vers le garage. On va aller voir l'étage. Est-ce que tu as des questions, VDV? Écoute, pour l'instant, très bien. Combien de temps pour un chantier? Le projet total, c'est à peu près 10 mois. 10 mois de rénovation. D'accord. Là, on arrive à l'étage, on a 4 chambres en suite avec 4 salles de bain. Je vous mettrai les photos de chaque chambre, à quoi ça va ressembler avec les salles de bain aussi. On a optimisé l'espace, donc on a créé une salle de bain par chambre. Donc on a rajouté 2 salles de bain à l'étage. Allez, je vous fais un petit tour. Donc là, voilà, typiquement, c'est une optimisation d'espace. Avant, il y avait une salle de bain qui était pour les chambres ici. Donc on a reculé l'entrée. On va fermer ce côté-là donc pour créer une salle de bain pour cette chambre-là et une salle de bain indépendante pour cette chambre-là. Et maintenant, je vais vous montrer la master. Et donc voilà, là on est dans la master bedroom, on peut voir qu'elle est vraiment très grande, il y aura les 2 dressings de chaque côté et la salle de bain avec la baignoire et la double vasque, etc. au fond de la pièce. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à tout de suite. Voilà, on est de retour. Il faisait chaud, hein. En ce moment à Dubaï, il fait chaud. Merci Mika de nous avoir montré ce projet, magnifique Est-ce que ça projet. t'a plu? Ouais, franchement, beaucoup de potentiel. Et en fait, moi je me suis dit la même chose. En fait, je me suis dit ça sert à rien de. Un peu comme en France. Tu sais, à l'époque, on pouvait acheter les marchands faisaient ça. Ils achetaient des maisons individuelles à 700 et ils mettaient 300 travaux et ils en vendaient un 5. Je me suis dit voilà, ça sert à rien de réinventer la roue. Il y a énormément de quartiers, de villas qui ont été construites il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, qui ont en fait ce qui se passe à Dubaï, c'est que les nouvelles constructions, ils ont des superficies plus optimisées, j'ai envie de dire plus à l'européenne que les anciennes constructions. Même tu regardes les studios dans le quartier de Downtown ou Business Bay, c'est des studios de 80 mètres carrés. Maintenant, ils les vendent à 35 mètres carrés. Ce qui est encore grand pour la France, mais on voit bien qu'il y a une différence. Ouais. Pareil pour les villas. Donc, il y a des nouveaux programmes de villas où ils te vendent des 5 chambres de 300 mètres carrés. Là, moi, j'ai acquis une 4 chambres qui fait 400 mètres carrés en fait. Donc, il y a de la place pour optimiser
l'espace pour réajuster, créer des chambres, créer des salles de bain, etc. Comme je vous ai montré sur le terrain. Donc encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Mais tu valorises. Exactement. Via les travaux et via un réaménagement. Il n'y a pas le choix. Oui, bien sûr. Il n'y a pas le choix. Mais voilà, donc là, pour être complètement honnête, c'est mon premier projet à Dubaï. D'achat-revente. D'achat-revente. D'achat-rénovation, revente. Oui. Le premier, c'était du off-plan. Ouais. C'était un petit peu d'argent comme ça. Ouais. Là, c'est le vrai gros projet. Donc. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait concrètement tous les steps pour que ce soit un petit côté pédagogue, formation pour ceux qui nous regardent. La prospection, comment tu as trouvé ce bien? Alors, la prospection, on va dire que quand on habite à Dubaï, on sait qu'il y a certains quartiers qui ont été construits à l'époque. C'est des quartiers entiers de villas. En fait, à Dubaï, même dans les nouveaux projets, que ce soit les nouveaux ou les anciens, quand il y a un développeur, en général, c'est des gros développeurs qui ont un territoire complet et qui ne construisent pas une seule villa. Ils construisent des quartiers entiers de villas, des communities, comme on appelle ça. Donc, il y a des communities d'appartements et des communities et de villas. Et donc, à l'époque, il y a eu plusieurs quartiers qui ont été construits par plusieurs développeurs gouvernementaux ou alors des très gros développeurs dans Dubaï. Donc, c'est les premiers quartiers, donc, on va dire, qui ont été faits il y a une vingtaine d'années. Et là, les villas, ces quartiers, ils sont quand même bien placés. Tout le monde les connaît. Donc, en fait, c'est pas compliqué de savoir où est-ce qu'il faut investir parce que, encore une fois, on n'est pas du tout en train de réinventer la roue. Quand on va se balader dans ces quartiers, il y a des maisons qui sont en rénovation partout. Donc, encore une fois, c'est en termes de prospection, c'est assez simple parce que on a des sites un peu comme nous en France, on a quoi? On a Se Loger, Le Bon Coin, etc. Ouais. Là, on a l'équivalent en Bayut, Property Finder. On a plein de sites, Quel accent. équivalents. Ouais. Et donc, c'est pas très compliqué de trouver des biens au final. D'accord. Mais tu vas t'orienter vers des produits dont on sait qu'ils vont arriver, qu'ils ont été construits il y a une vingtaine d'années, qui vont arriver avec une nécessité d'être rénovés. Et du coup, tu vas t'orienter vers ce type de produit-là. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas investir dans un quartier qui a été construit il y a 5 ou 10 ans. Il n'y a aucune logique. Ouais, il n'y a pas d'intérêt. Là, il y a vraiment un caractère valorisation. Et comme tu le disais tout à l'heure, ils avaient une configuration qui était différente. Donc, tu vas avoir des espaces que tu vas pouvoir réaménager. Et donc, ça c'est un levier de valorisation. Bien sûr. Par exemple, il y a plein de biens qui ont, comme on a dit, des grands espaces, un petit peu de l'espace perdu. Donc, nous, surtout quand on fait de l'immobilier dans le sud de la France où le prix au mètre carré est très cher, on fait attention à ne pas perdre aucun mètre carré. Chaque mètre carré est optimisé et pensé. Ouais. Donc là, si on suit cette logique à Dubaï, je pense que on peut justement optimiser l'espace afin de justement créer des pièces, etc. Donc là, moi, pour le coup, la villa, c'était une villa 4 chambres à la base sur le papier. Là, on la transforme en 5 chambres et on a aussi 2 chambres pour le staff, plus un bureau. Donc là, clairement, ça va forcément prendre de la valeur. Tu produis un bien qui va répondre aux besoins et aux critères de recherche des personnes. Bien sûr, parce que la villa, elle est grande. Des expats qui ont besoin d'une nanny, qui ont besoin… Bien sûr, d'un chauffeur, d'une femme de ménage, d'une nounou, on ne sait pas. Et plus aussi, on gagne aussi on embellit le bien. Donc forcément, les constructions qui ont une vingtaine d'années, c'est des anciennes constructions, c'est normal. Petits carreaux, je ne sais pas, là si on fait des grands carreaux, etc., l'européenne, enfin, le côté un peu… luxe comme on fait un peu chez nous les produits de marchand, je ne suis pas de marchand mais des beaux biens, on arrive à faire un peu des produits coup de cœur. Et aussi il y a le côté jardin. Avant on faisait des petites piscines un peu arrondies avec des carreaux, etc. Là on fait des belles piscines miroirs qui prennent de l'espace, etc. Donc les gens ils se projettent tout de suite. Excellent. Donc donc ça c'est sur la prospection, donc c'est pas particulièrement difficile. Il n'y a pas besoin, comme en France, parfois, d'avoir un réseau d'agents immobiliers qui vont te mettre sur les bons coups en off. Tu arrives aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore très nombreux à faire du marchand. Il y a du monde. En fait, le vrai problème à Dubaï, c'est que malheureusement, il n'y a pas de négo, il n'y a pas de coup de fusil. Enfin, c'est très rare en fait, des coups de fusil comme on fait en France. Genre en général, succession, divorce, où ils sont prêts à la gorge. Non, Dubaï, c'est quand même un marché de, comme on dit, de cash buyer. Donc les gens, ils achètent. C'est très rare que les gens se retrouvent le couteau sous la gorge en train de divorcer. Machin. Oui, parce qu'ils ont acheté cash. Parce qu'ils ont acheté cash. Exactement, il n'y a pas de… Dans la plupart des cas. Moins. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc en général, ce qui se fait, c'est que les gens achètent au prix. En général. Donc, pas besoin de… Évidemment, si on arrive à négocier, tant mieux. Mais en général, acheter au prix, ça suffit puisque le marché croît en parallèle aussi. Donc, limite, le même bien que tu achètes aujourd'hui,
tu ne le touches pas, tu le vends dans 2 ans, tu auras pris quand même 5-10% parce que le marché, voilà. Ouais. Donc il y a ça aussi. Donc tu marches un peu sur les 2 tableaux, sur le fait que tu embellisses le bien, que tu l'améliores, etc., que tu l'optimises, et aussi sur le fait que le marché est très dynamique et que les gens viennent à Dubaï, des millionnaires du monde entier viennent à Dubaï pour voilà, donc ils veulent habiter où? Ils vont pas habiter dans des 2 pièces, ils veulent des maisons dans des quartiers sécurisés avec de l'espace pour leurs enfants, et donc voilà, donc ce qui draine les prix vers le haut indirectement. Donc voilà, pour la prospection, ce bien-là, tu n'as pas eu de difficulté particulière à le trouver. Ça serait, pour un investisseur français, ça serait l'équivalent de passer par le Bon Coin. Donc moi, je suis passé par un moteur de recherche Donc demain, quelqu'un qui veut se lancer dans l'achat-revente à Dubaï, il n'a pas nécessité de créer un écosystème d'agents immobiliers comme en France pour avoir à ce jour. Hein. C'est toujours mieux. Après, honnêtement, moi, tous mes biens en France, et j'en ai beaucoup, je les ai tous trouvés via le Bon Coin et Se Loger. Donc voilà, tu peux mettre des alertes, tu peux un petit peu, voilà, comme les techniques, on va dire, comme on fait en France, tu peux mettre des alertes. Et effectivement, si tu as un réseau d'agents, c'est beaucoup mieux. Mais moi, je suis comme monsieur tout le monde, je suis passé. Par contre, le vrai point important, c'est le même qu'en France, c'est la partie financement. Parce qu'une maison comme ça, on parlera des chiffres après là, sur cette chaîne. Et voilà, les podcasts, on aime bien parler de tous les chiffres de façon transparente. Donc voilà, ça a quand même je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent un petit peu combien ça a coûté. On n'a pas parlé encore du prix. Donc on va y arriver. Mais voilà, la vraie question qu'il faut résoudre avant même de, évidemment, commencer à chercher, c'est la question du financement. Comme en France, en marchant. En marchant, demain, tu veux faire un projet. Le coût de l'argent via des crowdfunding, etc., c'est très cher. Des 15-16%. Exactement. Si ton projet dure 2 ans, les mecs, ils te prêtent, j'en sais rien, un demi-million d'euros, tu dois déjà rembourser 300 000 en 2 ans. Exactement. Ça, c'est vrai. Et alors, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était Sarkozy qui disait que c'était le projet qui fait l'argent, qui fait le financement. Tu arrives à lever des financements si tu as un projet qui est puissant ici, à Dubaï, soit via des banques, soit via des investisseurs privés. Ça dépend de ton réseau. Ça, effectivement, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir lever des fonds comme ça. Donc, moi, je suis quand même assez implanté en immobilier, que ce soit à Dubaï ou en France. J'ai un bon réseau d'investisseurs potentiels. Et ça a été vraiment très simple de convaincre la personne. Mais encore une fois, c'est un petit peu qui connaît qui, quoi. Donc, voilà. Donc moi, j'ai levé les fonds. Donc, je n'ai pas apporté 1 euro à ce projet-là. D'accord. Par contre, j'apporte le suivi complet. Donc, j'apporte la recherche de biens, l'optimisation de l'espace, le suivi des travaux et la revente. Choix des équipes, suivi de travaux, évidemment. Revente, évidemment. La totalité. Et tu as à côté de toi un investisseur qui, lui, n'est que sur la partie financière. Et reçoit l'argent. Pose des fonds et reçoit l'argent. Évidemment, il est impliqué. On a des groupes, où on échange régulièrement avec le constructeur pour pouvoir voir le progrès, etc. Donc là, concrètement, quelqu'un qui est en France, qui a de l'épargne, qui a beaucoup d'argent, qui se dit j'ai envie de tenter l'aventure d'achat-revente à Dubaï. Il faudra nécessairement qu'il ait également quelqu'un qui vienne le financer. Est-ce que toi, tu as dans ton entourage des personnes qui pourraient financer d'autres investisseurs, ou est-ce que tu pourrais orienter ces personnes vers des solutions de financement? Comme tu le sais, le plus dur dans l'achat-revente, c'est le financement. Moi, personnellement, j'ai des personnes qui sont prêtes à investir, mais ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour suivre sur mes projets potentiels. Donc voilà, les personnes me font confiance à moi. Donc voilà. Par contre, toi, est-ce que tu veux dire des personnes qui souhaitent diversifier à Dubaï, c'est ça que tu veux dire? Oui, qui veulent diversifier à Dubaï, qui écoutent notre podcast, disent l'achat-revente à Dubaï, ça m'intéresse, ou qui ont investi dans du locatif à Dubaï et qui veulent passer maintenant au marchand. Et qui se disent, mais par contre, comment trouver des partenaires? Est-ce qu'il existe des plateformes de crowdfunding qui financent à Dubaï aussi? Enfin, ma question, c'est quelqu'un qui trouve un bien pertinent, qui a fait sa recherche, sa prospection, qui a des difficultés à avoir quelqu'un qui le finance. Est-ce qu'il existe, comme il existe en France, des réseaux de personnes qui pourraient venir le financer? Pour répondre totalement honnêtement, je ne sais pas s'il y a des réseaux de crowdfunding à Dubaï. Je sais que c'est assez compliqué. Je sais que les gens achètent majoritairement en cash. Il y a évidemment des banques qui suivent les projets. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut pouvoir montrer, voilà, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Donc les banques suivent. Comme en France. Comme en France. Par contre, il doit y avoir des plateformes. Je ne me suis pas renseigné parce que moi, j'avais directement accès au fonds sans vraiment avoir besoin de lever de l'argent. Et de toute façon, pour être honnête, ça ne m'intéresse pas de lever de l'argent parce que s'ils demandent 15 ou 20%
par an le projet, bon, même s'il dure qu'un an, sur plusieurs millions d'euros, ça fait trop de pertes. Voilà. Donc, il vaut mieux s'orienter vers des solutions de financement où on va prévoir une ventilation de la marge, peut-être, je ne sais pas moi, je te donne un exemple, hein, de 70% pour la personne qui finance et 30% pour la personne qui source et qui fait le suivi de chantier. C'est un exemple de ventilation. Il vaut mieux s'orienter vers ça plutôt que vers une solution, notamment quand il y a une dimension rénovation qui est chronophage, plutôt que vers une solution de crowdfunding à 15%. Complètement. D'accord. Ça, c'est important pour ceux qui seraient intéressés de se projeter sur cet élément-là. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, je pense que le plus simple pour les personnes qui souhaitent faire un petit peu d'achat-revente à Dubaï, le plus simple, c'est de faire comme moi j'ai fait pour mon premier projet, de partir sur un bien off-plan. Et au fur et à mesure de la construction, le bien, en théorie, voilà, de l'avancement de la construction, le bien prend de la valeur. Et au moment de la remise des clés, donc avant de payer la dernière partie, ou alors tout simplement pendant le projet, mais en fait avant c'était plus simple, maintenant c'est plus compliqué. Donc voilà, de partir sur un projet simple de revente comme ça, ce sera beaucoup moins compliqué de lever des fonds, etc. Parce que pour lever des fonds pour une villa comme ça, on parle quand même de beaux montants. Rien d'excessif non plus, mais pour quelqu'un de normal, c'est beaucoup d'argent. Donc, Donc l'idée, c'est peut-être de commencer par ça, et puis après, de passer à... Après, il y en a qui font ça sur plus gros, tu vois. Donc, par exemple, au lieu de partir sur moi, je suis parti sur un one bed, donc c'est un 2 pièces. Il y en a qui font ça sur des biens plus gros ou sur des petites townhouses. Donc, c'est des petites maisons jumelées. Donc, c'est possible de faire ça à plusieurs niveaux. Mais voilà, encore une fois, il faut se positionner au bon moment. Il faut se positionner sur les bons projets, sur les bons emplacements de villas ou d'appartements. Et voilà. Donc, et là, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Enfin, on n'a rien à faire. On attend que la construction avance. Par contre, voilà, pour faire ça sur Dubaï, il faut les fonds, il faut quand même être sur place, sauf si on délègue avec quelqu'un, mais voilà, on perd une partie de la marge. Voilà, donc l'achat-revente, on va dire, à Dubaï, s'adresse plutôt à des personnes qui... L'achat-rénovation-revente, on parle. L'achat-rénovation-revente, oui. Voilà. Parce qu'acheter en off-plan, là, tout le monde peut le faire. Délégué on tout le on peut être complètement dans son canapé en France, on peut acquérir un bien. Mais par contre, l'achat-rénovation-revente, il convient d'être régulièrement sur place quand même. Ou alors d'avoir quelqu'un sur place régulièrement. D'avoir quelqu'un qui est délégué. Et... D'accord, c'est intéressant. Au moins, on est transparent parce que bien sûr. Pas de solution miracle. Ça s'adresse plutôt à ces personnes. De toute façon, oui, non, c'est pas chez nous. On revient, si tu veux, sur les différentes étapes. Donc, tu as fait ta prospection, tu as trouvé ton bien. Est-ce que tu utilises des outils comme on fait en France, par exemple, quand on veut se positionner sur un bien en France, on regarde les dernières ventes qui ont été effectuées dans le quartier, dans la rue, on va sur DVF, Etalab pour voir un petit peu si on est dans le bon prix. Est-ce qu'il existe, je suppose que oui, mais est-ce qu'il existe des outils comme ça et que toi, tu as utilisé? Enfin, comment tu as perçu, comment tu as détecté? Parce que effectivement, le secteur est bon, le bien est bon, mais comment tu as su que c'était entre guillemets une bonne affaire et que tu allais t'y retrouver avec le coût, avec ton business plan, avec les coûts de rénovation, etc. Comment tu as su que tu allais sur une belle affaire? Alors, pour être complètement honnête, alors déjà, je suis sûr de rien. C'est que de la théorie. C'est mon premier projet. Donc voilà, là, je pense que je vais documenter sur ma chaîne YouTube l'avancée. Même tu reviendras pour voir la villa finie. Bien sûr. Donc voilà, là où tout le monde l'a vu en travaux, on a fini la partie démolition. Là, on est en train de faire la partie réaménagement de l'espace. Donc pour être complètement honnête, je suis un peu dans le flou. C'est une idée que j'ai eue. Donc voilà, mais quand même pour répondre à ta question, on a des outils qui listent toutes les transactions qui ont eu lieu. Et ce qui est très bien à Dubaï, c'est quand tu investis dans les quartiers de villas où toutes les villas ont, alors c'est pas toutes les mêmes, mais elles ont des 2-3 layouts différents. Donc il y en a des qui sont des 3 pièces, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres par exemple. Elles se ressemblent toutes. Donc c'est facile de voir, par exemple, cette villa layout 3 qui s'est vendue à ce prix-là. Et ben moi, j'achète la même en non rénovée. Je sais à combien ça peut se revendre avec ce type de finition. Donc, tu as les photos, tu as les dernières transactions, tu as les annonces actuelles. Même si c'est pas vendu, tu vois le prix auquel ils veulent vendre, donc plus ou moins 10% de moins, mais tu sais à peu près à combien ils souhaitent le vendre. Donc c'est assez simple de faire ton étude de marché au final. Tu fais des process d'analyse comme en France. Comme en France. Et puis bon là c'est même plus simple pour être honnête parce que justement en France tu sais par exemple quand on investit sur la Côte d'Azur dans la même ville on ne sait pas si selon la rue d'une rue à l'autre d'une exposition à l'autre ça peut changer complètement. C'est vrai. Là à Dubaï alors à Dubaï dans ces quartiers de villas il y a deux problèmes majeurs. Il y a soit les villas en général sont
selon comment elles sont disposées. Soit il y a une route avec du passage derrière. Oui, pour accéder aux maisons en fait. Non, c'est plus des routes de communauté en fait. Donc où il y a plus de passage. Exactement. Donc là, tu l'as pas vu parce que moi justement, je suis pas concerné par ça. Par contre, quand les maisons sont construites, on va dire les unes après les autres, il y a souvent du vis-à-vis. D'accord. Et ça, on l'a vu sur la vidéo. Il y a une maison qui est juste derrière le voisin. Ouais. Donc ça, c'est un des problèmes à Dubaï. C'est soit la route, soit le vis-à-vis. Soit la route, soit le vis-à-vis. Okay. Mais moi, je suis parti du principe que le vis-à-vis, il n'est pas insolvable en fait. Tu donc peux c'est le corriger. Facile. La route, c'est compliqué. La route, tu entends le bruit. Souvent, il y a des dodans. Les mecs, ils freinent, ils accélèrent, ils repartent. Ça fait un bordel. Donc au final, je me suis dit, allez, bon, au moins, c'est au calme. Il y a du vis-à-vis. Et puis au final, à Dubaï, ça ne le dérange pas trop. C'est fou ce que je vais dire. Pour nous, c'est inconcevable. Mais j'ai visité des villas qui vendent 5 millions, donc rénovées, hein, des villas à 5 millions de dollars, tu vois, par exemple. Je vais dans la Master et il y a la maison en face qui voit tout sur la piscine. Et en fait, elle part la maison quand même. Et ils n'ont même pas pris le soin de mettre des arbres. Oui, parce que toi, tu vas mettre moi, personnellement, ça me gêne. Mais je pense que j'ai encore le point de vue, tu vois, on va dire à l'européenne. C'est peut-être culturel, parce que culturel. Toi, quand tu te promènes, même en Californie, hein, t'as des maisons sur la plage où les gens passent en vélo, tout est ouvert. Poussette. Les gens sont sur leur terrasse, limite en caleçon débardeur, avec... ils ont toutes les vitres, on voit tout ce qu'ils font chez eux, il n'y a pas de rideau et tout. C'est comme s'il n'y avait pas cette même pudeur qu'on peut avoir, même ce rapport à l'argent qu'on peut avoir en Europe. Alors moi, je ne dis pas que c'est pareil, je suis un peu plus pudique. Moi, la maison que tu fais, elle est magnifique, le jardin est magnifique, la piscine va être magnifique. Je pense que je mettrai de la végétation. Bien sûr. Pour me protéger, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce même rapport à la pudeur qu'on peut avoir. À Dubaï, c'est le cas. Et d'ailleurs, ça m'a choqué un petit peu parce que moi, je voyais des grosses maisons, je voyais que le voisin voyait tout. Je me suis dit, mais d'où ça se vend? Moi, jamais de la vie, j'achète ça, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, ça se vend. Je pense que c'est culturel. Mais du coup, voilà, donc tu as donc les mêmes outils d'analyse qu'en France. Alors, tu as dit quelque chose qui est très vrai. Tu as dit, j'ai aucune certitude. Et moi, ça me fait plaisir, tu ne peux pas savoir, de t'entendre parler comme ça. Parce que c'est vrai, on n'a aucune certitude, que ce soit en locatif d'ailleurs. Mais par contre, on a des indices, on a des tendances qui nous invitent à penser qu'on s'oriente vers une belle opération. Toi, évidemment, tu as fait ton étude. Tu pourrais parler des chiffres. Est-ce que tu veux qu'on parle des chiffres? Allez, on parle des chiffres. Donc, quelle marge tu projettes sur ce bien? Ok, donc je t'ai imprimé les chiffres. Donc, si tu veux, on les prend. Je les mettrai à l'écran. Donc, comme ça, tout le monde peut voir. Donc, il y a tout qui est transparent. J'ai mis le prix en euros et en dirhams. Donc, voilà, c'est les chiffres. Voilà, c'était les chiffres approximatifs. Donc, j'avais pas les chiffres exacts au moment j'avais pas le devis exact des travaux. Mais voilà, là, on tombe à peu près sur ça. Donc, on peut voir qu'il y a différents coûts d'acquisition absolument comme en France. Donc, déjà, le coût de la propriété, donc, qui a coûté 2,3 millions d'euros. Là, on parle en euros. Exactement. Donc, 2,3 millions. D'accord. Après, il y a les frais de DLD et les frais d'agence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, il y a l'acquéreur paye des frais d'agence, le vendeur aussi. Moi, pour mon client, comme j'ai une agence immobilière, j'ai pris 0 frais parce qu'évidemment, je suis commissionné sur la marge. Donc moi, je ne prends pas de frais tout le long du projet. Par contre, je récupère sur la marge finale une fois que l'argent est dégagé. Et sinon, c'est combien les frais d'agence ici? 2%. Ah, c'est moins cher que... 2% acquéreur, 2% vendeur. Donc ça fait 4%. 4%. Oui, on revient sur... Mais c'est pas... Enfin, il y a 2% qui sont... Enfin, voilà. Au final, c'est l'acquéreur qui paye. Oui. Mais il y en a 2 qui sont pris sur le vendeur. D'accord. Voilà. Par contre, voilà. Après, c'est comme en France, ça se négocie, etc. Ça tombe souvent un 3, 2. Voilà, on peut négocier. Okay. Donc... c'est un peu moins cher qu'en France, quand même. C'est un peu moins cher qu'en France. Nous, chez nous, notre agence, on est entre 4 et 5. Mais tu as des agences à Cannes qui sont à 6, 7... Après, et qui ne veulent pas trop négocier. Et en plus, ils ont les impôts après. Donc là, au final, ils prennent moins et ils gagnent plus. Bref, donc tu as les frais de DLD, donc ça, c'est les frais de notaire. Enfin, les frais de notaire, voilà, les frais pour Dubaï d'acquisition. Tu as les frais donc d'agence, j'ai mis 0 parce qu'avec mon agence, on n'a rien pris. Autres frais de trustees, etc. Donc là, il y a... Donc là, voilà, il y avait des petits frais en plus que j'avais inclus dans les frais d'acquisition, donc les frais de notaire. Et donc le total, ça revient à 2,4 millions, à peu près 2,4 millions pour la maison l'acquisition acquise. Ok. Ok. Voilà.
Après, on va pas parler de tous les coûts un par un, mais voilà, tous les coûts de demande de permis, etc. On reviendra sur les permis, je pense que ça peut intéresser, mais là, voilà, on va passer rapidement. Voilà, on a un urbanisme aussi local, mais en gros, le total pour la rénovation, c'est à peu près 650 000 euros. Ouais. Avec l'ameublement, les frais supplémentaires qu'il y aura en plus, etc., je pense qu'on sera plus autour des 800. Ouais, donc ça fait du 2000 euros du mètre carré en ça gros. Fait 2000 euros ça fait 2000 euros du mètre carré. Pour une rénovation complète avec l'extérieur aussi. Clé en main, extérieur. Avec l'extérieur, piscine, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Et donc voilà, donc Et puis haut de gamme surtout. Ouais, version luxe avec beaucoup de chambres, beaucoup de salles de bain. Chaque salle de bain est en suite, donc avec chaque chambre est en suite avec sa salle de bain, son dressing. Donc voilà, à voir si je vais la meubler ou pas, je sais pas encore. C'est pour ça que j'ai pas mis les meubles dans dans mes calculs. Je sais pas. Je pense que oui, mais je sais pas si je vais la vendre meublée parce que alors d'un côté meublé ça crée le coup de cœur, de l'autre tu te dis si quelqu'un veut s'installer la personnaliser un petit peu, tu vois, est-ce qu'ils ont déjà leurs meubles et tout, donc je sais pas. Pour le moment j'ai pas mis les meubles. Voilà. Donc revente, j'ai mis 3 prix de revente possible. Donc là, tu as le premier tableau. 3 scénarios. Okay. Donc scénario à la baisse, enfin vraiment scénario, j'ai envie de dire le catastrophe. Il n'y a aucune maison qui se vend à ce prix-là, mais je me suis dit voilà, si on la brade pour une raison ou une autre. Donc on peut voir que j'ai mis 3,6 millions. Donc on est déjà avec le total du coût du projet qui arrive à 3 millions et on vend 3,6 millions. On peut voir que le profit net, donc la marge effectuée, le bénéfice net est de 609 000 euros, donc ça fait à peu près 20% net en prix catastrophe, quoi. Donc en prix au minimum. Donc si tu passes sur la deuxième page, j'ai pris un prix moyen et un prix, on va dire espéré, mais bon, j'aimerais bien avec le fait que le marché continue d'évoluer, on va passer directement au dernier tableau. J'aimerais bien la revendre autour de ce prix-là. Donc on peut voir qu'on atteindrait en gardant les mêmes maths pour calculer les mêmes données. On arrive à 32% de bénéfice net. De retour sur investissement. De marge. Voilà, de marge. Et ouais, donc là, ça ferait une marge. De proche du million d'euros. Proche du million d'euros. Proche du million d'euros. Donc tu investis 2. Non, tu investis 3, tu revends 4. En gros. 3, tu revends 4, donc tu gagnes 3, tu revends 4. Voilà, à peu près. Très bien. Ouais, donc là, effectivement, pas de certitude, mais. Pas de certitude, je vais documenter tout le process. Je t'inviterai quand la villa sera finie pour voir. Encore une fois, je serai transparent. Moi, si tu m'invites, je viens. Je serai transparent comme pour mon projet. Comme ça, on pourra. Mais c'est ça que. Comme ça, on pourra parler des chiffres concrets. Moi, j'ai parlé de mon projet concret. Il y a eu 38% de marge. Donc voilà, net d'impôt. Donc voilà, je l'ai sorti. Là, c'est acté. Là, la maison. Oui, c'est des projections. Mais je suis un peu dans le flou, je ne sais pas trop, mais voilà, encore une fois, là, on a tous les chiffres. La maison, elle n'est pas vendue, donc on a tous les chiffres. Quand je suis en cours, j'aurais pu attendre de finir le projet pour parler. Là, on est en plein dedans, je suis honnête complètement, je ne sais pas trop, je pense que voilà, ça va bien se passer, mais il y a toujours une petite partie de... C'est de l'IMO, quoi. Bien sûr, il n'y a pas de certitude, mais c'est ça que j'apprécie chez toi, Mika, c'est qu'on est transparent. Là, tu m'as mis plein de lignes de frais, etc., que tu aurais pu ne pas mettre. Et d'ailleurs, tu avais fait ça sur l'investissement aux US. C'est comme ça qu'on s'est connus au début, nos premiers contacts. Exactement. J'ai apprécié ça. J'ai dit enfin un gars qui dit la vérité, quoi, qui est transparent. Et c'est pas pour ça que ce que tu dis, c'est négatif ou que c'est pessimiste. C'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. En tout cas, c'est transparent. Et pour l'instant, jusqu'à présent, je touche du bois toi aussi. Tu n'es jamais passé à côté. Et surtout, je te souhaite que ce projet aboutisse favorablement. Après, encore une fois, comme je t'ai dit, on réinvente pas la roue. C'est-à-dire que tu vois à quel prix ça se vend. Tu sais comment tu optimises ton espace. Logiquement à 95%, bon, même si on marche pas à 32% comme ce qui est souhaité, je pense qu'on fera facilement nos 25%. Ce qui est pas énorme non plus quand tu réfléchis. En France, je pense que tu as des projets de marchand où tu fais même plus que ça. Ce qui est bien à Dubaï, c'est par contre c'est que la fiscalité. Oui, voilà. Et oui, parce que quand tu rentres ta marge, enfin tes bénéfices et ta marge dans une société de marchand en France, tu as ton IS à 25 et derrière tu as ta flat tax si tu veux sortir les fonds. Voilà. À 30%, pareil. Et après, tu sors les fonds. Et après, tu sors l'argent. Et toi, ici, allez, admettons, on va sur le scénario optimiste. Tu touches proche d'1 million d'euros. Tu reverses la partie qui est donc à ton financier. Donc là, vous êtes sur une répartition ventilation de la marge entre toi et lui. Et derrière, toi, tu repars avec ça. C'est la fiscalité, c'est comment? Dubaï. Voilà. Et alors, il y a une sécurité fiscale à Dubaï? Est-ce que ça... C'est-à-dire c'est-à-dire que contrairement en France, on parlait en préambule de cette vidéo, on disait qu'il n'y avait pas de sécurité fiscale dans le sens où il n'y a pas de sécurité
comment dirais-je, réglementaire, juridique sur les lois qui régissent la fiscalité française. Est-ce qu'à Dubaï, demain, on peut avoir une évolution? Alors, c'est une bonne question. Bah, je pose que des bonnes questions. C'est une bonne question. Encore une fois, on ne sait pas. Mais bon, ils ne vont pas passer à 25% du jour au lendemain, quoi. Pour le moment, il y a 0% d'impôt. Par contre, il y a eu un changement sur les sociétés. Avant, elles étaient à 0. Là, elles sont passées à 9% d'imposition. Ouais. Sur les bénéfices, tout frais déduit. Donc ça, c'est pas mal aussi avec Dubaï. C'est que, en fait, bon, ils disent qu'il y a de l'impôt, mais avant de payer de l'impôt, il faut vraiment rentrer beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, tu peux te payer un salaire sans impôt. Tu peux payer tous tes frais, etc. liés à ta société. Et tout ce qui est au-dessus de $100 000, après, donc en fait, tu gagnes ton argent. Ouais. Tu payes ton salaire tous les mois sans impôt. D'accord. Et c'est ce qui reste. Tu payes tous tes frais, etc. liés à ta boîte, tes marketing, etc. Tu as $100 000, ça, c'est pas imposé. Et tout ce qui est au-dessus, tu es imposé à 9%. D'accord. Donc, une fois que tu as déduit ton salaire. Une fois que tu as déduit ton salaire. Ah oui, donc tu peux ventiler et puis te dire, bon, bah là, je vais pas payer 9%, je préfère me verser un salaire. Exactement. Ouais, bon, c'est. Donc bon. Non, mais j'aime bien poser des questions. Après, par rapport au fait que est-ce qu'ils vont changer, c'était une très bonne question, est-ce qu'ils vont changer la fiscalité à 0%? Ouais. Est-ce qu'on a une sécurité? Personne n'en a nulle part au final, tu vois. On ne sait pas, à part être dans le gouvernement. Et encore, même si demain il y a un nouveau gouvernement, on ne sait pas. Après, moi, ce que j'aime bien à Dubaï, ce qui est d'ailleurs complètement l'inverse en France, le dirigeant de Dubaï, c'est un vrai chef d'entreprise. Si en France, au lieu d'avoir des politiques comme ça qui n'ont jamais rien fait, enfin qui n'ont jamais entrepris, qui n'ont jamais ouvert un business, il y avait des vrais chefs d'entreprise en France qui gèrent le pays comme un business, vraiment, on ne serait pas... Donc là, lui, il a compris. Les gens veulent quoi? Les gens, ils veulent une fiscalité avantageuse, ils veulent de la sécurité. On va revenir sur les mêmes avantages que tout le monde connaît, mais la sécurité à Dubaï, c'est un rêve en fait. C'est juste exceptionnel. Ouais. Les infrastructures voilà, que ce soit pour du tourisme, pour la santé, le médical, l'éducation. Exactement. Ouais. Et ils comprennent ça. Donc, et les gens viennent et restent à Dubaï. Et en fait, d'ailleurs, je pourrais mettre le lien en dessous de cette vidéo, mais quand tu vois le nombre de millionnaires qui viennent chaque année, les gens partent de Londres, partent de l'Europe, partent de l'Inde, partent de la Russie, pour venir ici. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est très simple. Regarde, cette année, il y a eu peut-être 6500 millionnaires qui sont venus à Dubaï. Dubaï, c'est comme ça, c'est minuscule. Et ces personnes-là, elles peuvent aller où elles veulent dans le monde. Bien sûr, elles sont libres pour le coup. Elles sont libres, elles peuvent aller où elles veulent dans le monde. Et elles viennent ici. Ouais. C'est qu'elles ont compris quelque chose, tu vois. Donc il y a plusieurs intérêts. Je pense pas qu'il y ait qu'un intérêt genre fiscal. Je pense qu'il y a ça va quelque temps, mais on vit pas dans le un réseau, la qualité de la vie, le service, le climat. Donc à part 3-4 mois l'été où il fait un petit peu chaud, mais voilà, la proximité dans le monde. Donc tu vois quand tu vois l'Asie, la Russie, l'Europe, etc. Donc je crois qu'en 7 heures d'avion, on est dans 80% du monde. Tu vois, donc c'est vraiment intéressant, tu vois. Donc voilà, on va revenir sur les maisons, mais voilà, pour la fiscalité, pour revenir sur ça, il n'y a pas de raison que ça change en fait. Parce que les gens viennent, c'est un peu comme le même business model à Monaco. À Monaco, il n'y a pas d'imposition, tu vois, mais ils margent avec leur TVA, ils margent avec. C'est un business model différent et Dubaï, il applique ce business model, donc les gens viennent, tu vois. Donc, tu parles de TVA en France, tu sais qu'il y a une TVA particulière, des différents régimes de TVA sur. TVA totale ? Différents régimes de TVA sur on va en parler, sur l'activité de marchand de biens, selon le type d'opération, les travaux qu'on fait, si on fait du neuf ou pas. Je peux revenir dessus. Achetez mon livre. Il y a 30 pages sur la TVA. Non, mais voilà, en gros, en France, et d'ailleurs, c'est assez complexe, la TVA en France. Quid de la TVA à Dubaï? Est-ce qu'il existe une TVA? Toi, par exemple, là, tu fais une remise à neuf. Alors, on pourrait considérer que c'est la rénovation, mais par exemple, demain, tu fais une extension, une construction. Est-ce que tu as une TVA déjà et est-ce qu'elle diffère selon le type de travaux que tu fais? Ok, on pourra parler de l'extension parce que j'ai eu un petit problème avec la maison. Je pourrais être complètement transparent avec toi d'ailleurs pour t'en parler. Dans les problèmes que j'ai eu peut-être. Non. Donc, on a de la TVA quand on paye et on fait les travaux. Donc là, il y a 5% sur la main-d'œuvre, sur la main-d'œuvre, etc. Mais il n'y a pas de TVA plus que ça, quoi. Oui, donc, voilà, sur l'opération. Sur l'opération. Par contre, on a dit qu'il n'y a pas d'impôt sur la marge. Mais, alors, ça, c'est parce que c'est fait en nom propre.
C'est fait au nom de l'investisseur. Mais si tu répètes ça trop souvent, c'est conseillé quand même de faire ça sous société. Donc si tu fais ça avec une société, tu auras évidemment, après, comme on vient de dire, après les $100 000, le 9% d'imposition. Donc voilà. C'est un peu comme en France, c'est-à-dire quand tu pourrais être requalifié en tant que professionnel de cette activité si tu faisais trop souvent ça en nom propre, ou alors c'est conseillé pour des raisons. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je n'ai pas creusé vraiment. Enfin, j'ai pas envie voilà, ouais. Mais voilà. Toi là, celui-ci, tu le fais en nom propre du coup. Et celui-ci, il fait en nom propre. Mais les prochains, tu envisages de les faire plutôt en société. S'il y en a d'autres, 4-5 par exemple par an, ça sera fait en société. Ouais, mais après c'est logique. Ça paraît logique. Ça devient une activité professionnelle. Exactement. Exactement. Voilà. Ok. Donc, très intéressant. Pour revenir sur ce que j'étais en train de. Tu me parlais de l'extension. Oui. On n'a pas parlé du process aussi, par exemple. Tu vois, donc quand tu veux, donc une fois que tu as acquis ton bien, parce que là on est en train de s'éparpiller. Oui, on s'éparpille, comme toujours. Mais donc voilà, donc tu as tes chiffres prévisionnels. Donc après, tu commences à faire les travaux. Donc comme en France, tu fais ta prospection, etc. Et ici, il y a une grosse partie comme en France, on fait les demandes à l'urbanisme. Ici, il y a une partie où il faut avoir son NOC. NOC, c'est quoi? C'est Non-Objection Certificate. Donc ça veut dire que on va dire c'est pas un syndic, mais c'est le développeur qui est propriétaire qui gère la communauté, te donne l'autorisation, et non-objection. Donc il n'est pas contre le fait que tu fasses tes travaux et que tu fasses tes ouvertures, etc. Donc il faut voir avec le développeur. Qui détient la communauté. Donc il y a plusieurs communautés à Dubaï dans différentes zones. Donc il y a plusieurs des développeurs à contacter. Comme une copro. Un peu comme une copro. Si on demande au syndic. L'autorisation à la copro. Si on fait des travaux qui peuvent avoir des répercussions sur. Exactement. Il y a aussi le DDA. Donc le DDA, c'est le Dubai Development Authority. Donc ça, c'est le type d'urbanisme aussi. Donc il faut avoir la confirmation de ces deux entités pour pouvoir démarrer tes travaux. D'accord. Donc ça prend un peu de temps. C'est un peu comme les demandes de permis en France. Mais bon, quand je te dis un peu de temps, c'est pas comme en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en France, ça peut traîner quand tu veux faire des ouvertures dans une maison. C'est 1 an et demi, etc. En fait, là, on parle le recours des tiers. Exactement. Tu dois attendre la purge, etc. Là, on parle de entre 4 semaines et 8 semaines, quoi. Entre un mois et 2 mois. Max 2 mois, tu commences la démolition. D'accord. Ok. En règle. Parce que tu as consulté, voilà. Exactement. Est-ce que tu as besoin d'être accompagné par des types d'avocats Non, avocats non, mais en général, ce qui est bien à Dubaï, c'est que les personnes qui s'occupent de la rénovation, ils ont leur service, ils savent comment ça fonctionne. Donc, exactement. Ils vont t'accompagner sur les process à mettre en place. Exactement. Ça, c'est bien, c'est intéressant ça. D'accord. Tu parles des sociétés de travaux. Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des sociétés de travaux moins sérieuses que d'autres? Disons que, par exemple, moi, dans le cas de cette villa, je ne sais pas si je ne l'ai pas montré quand on a fait la vidéo, quand on est sur place, mais en fait, on a la villa principale et j'ai 2 chambres en plus pour le staff. Donc, une chambre pour les drivers, par exemple, et pour les chauffeurs, ou pour les nounous, peu importe pour qui, mais voilà. On a 2 chambres en plus. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais étendre la villa. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans la partie salon, je me suis pas arrêté dessus quand je t'ai montré la villa, mais il y a une espèce de petit patio où il y avait l'ancienne cuisine. Et donc, la villa, elle revient. Et en fait, je voulais étendre cette partie. Et quand tu me demandais justement pour les développeurs, j'étais un peu dans le flou parce qu'il y avait 2 développeurs différents. Il y en avait même 3, mais quand j'ai fait un petit peu les devis, il y en avait 3 qui me donnaient 3 versions différentes. Mais en gros, la version qui me disait, donc il y en avait un qui me disait, la seule façon, les 2 chambres en plus comptent déjà comme une extension. D'accord. Donc tu ne pourras pas étendre en plus parce que tu as déjà atteint, il y a une superficie, il y a un pourcentage. De coefficient d'occupation des sols. Exactement, un genre de COS qui est déjà appliqué. D'accord. Donc tu ne pourras pas étendre. Et d'ailleurs, si tu veux étendre, il va falloir que tu casses ça absolument. C'était au max, sinon tu étais en non-conformité. Et même, il me disait quoi? Il me disait, mais même ça, c'est pas très conforme parce que ça respecte pas les règles actuelles qu'il faut que ce soit aligné avec la façade de la maison, la façade principale. Donc quoi qu'il arrive, tu vas devoir le détruire. D'accord. Et moi, ça m'embêtait parce que ces 2 chambres-là, c'était une énorme plus-value pour la maison. C'est contre la limite. Et c'est contre la limite, exactement. Ça, c'est une des limites aussi. Voilà, c'est contre la limite séparative. Donc, il me disait, quoi qu'il arrive, tu vas devoir la démonter. Il y a un autre constructeur, développeur. Non, une autre équipe de rénovation, un artisan, qui me disait, ça, c'est en structure temporaire, donc ça compte pas. Donc, tu vas pouvoir étendre. Mais tu n'es pas obligé de la démonter. D'accord. Et au final, qui a eu raison? Ni l'un ni l'autre. Ils ne m'ont pas donné l'autorisation
d'étendre, mais ils m'ont dit parce que c'est déjà étendu, mais même si c'est pas conforme, tu peux la garder. Tu peux garder tu l'as acheté comme ça, entre guillemets. Je l'ai acheté comme ça, entre guillemets. Il y avait déjà une autorisation, mais il y a 12 ans, en fait. Donc, comme ils ont donné... Mais en fait, voilà, c'est un peu comme en France, il n'y a pas de bonne réponse. Il y en a qui sont prêts à mettre leurs mains à couper que c'est comme ça. Et lui, il était sûr, il me dit, c'est sûr, tu vas le démonter. Et l'autre, il m'a dit, c'est sûr, tu vas pouvoir étendre. J'ai pas pu étendre, mais je dois pas la démonter. Donc, quitte à choisir, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Je vais réoptimiser l'espace. Mais in fine, de toute façon, tu as quand même une réponse qui t'est donnée par un organisme fiable. Par l'équivalent de l'urbanisme en France. C'est ça la Didier et le développeur en lui-même. Pour le cas, là, c'est Emar. Donc, c'est un des plus gros développeurs sur Dubaï. Voilà, ils m'ont donné l'accord, donc ils m'ont donné le N aussi, pour pouvoir faire mes ouvertures, la piscine. Et en fait, tu as plusieurs demandes dans une seule demande. Donc, voilà. Donc, ta piscine, comme tu as vu sur la vidéo, on a changé la forme de la piscine. On a fait des ouvertures énormes dans le salon. On a fait des ouvertures du côté pour la partie office pour pouvoir avoir une entrée indépendante, etc. Donc, voilà, on a fait pas mal de changements. Donc, ils ont donné l'accord et ils nous ont surtout laissé garder les 2 chambres supplémentaires pour les staffs, ce qui est exceptionnel quand même parce que justement, ça va être une vraie plus-value. Tu as fait appel à un architecte pour faire ces demandes-là, des plans, etc., les ouvertures, la piscine, ou alors tu as tout fait? Alors, quand tu fais l'acquisition d'un bien, tu as les plans à l'origine, comme en France. Et moi, comme je suis passionné d'immobilier, j'aime bien réoptimiser l'espace, etc. Donc, en fait, les plans, je les ai faits moi-même. Mais après, évidemment, on a confirmé ça avec l'architecte que c'était faisable, etc. Donc voilà, c'était un mix, un travail vraiment d'équipe. Mais voilà, donc les personnes qui font les rénovations, en général, c'est des grosses boîtes qui ont un service dédié à ça, tout comme la partie demande de permis. Donc c'est assez optimisé en fait. Si tu as envie de te faire accompagner de A à Z sur un projet d'achat-revente de rénovation, tu vas toujours avoir des personnes de confiance qui vont en théorie te recommander d'autres personnes de confiance ou qui vont avoir dans leur service ces services-là qui vont être adaptés. En fait, d'ailleurs, c'est toute l'idée de Dubaï, c'est que la main-d'œuvre, elle n'est pas très chère. Et juste, quand tu vois, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me demandent mais comment ça marche à Dubaï et ça marche pas en France Mais en fait, tu vois un employé chargé en France, tu vois, quand tu payes tes charges pour ta société. Demain, tu prends n'importe quelle personne, tu vas le payer quoi 2000, 2005 avec les charges, c'est 5 000 euros, ça fait 60 000 euros par an. Ici, 60 000 euros par an, tu sais combien d'employés t'as à 500 euros par mois. Donc, j'ai vu tout à l'heure sur la maison, il y avait énormément de monde. Il y avait énormément de monde sur la maison. Et encore, ils se cachaient. Donc, on les a pas avec 60 000 euros, tu as énormément d'employés. Donc, en fait, ce que tu paierais en France pour un seul employé, ici, tu as une vraie workforce, comme on appelle. Tu vois, donc, tu as la vraie main-d'œuvre. Donc, après, il faut les former. Mais comme la main-d'œuvre coûte moins cher à Dubaï, forcément, voilà, eux, les boîtes qui font les rénovations, voilà, ils forment une personne ou deux en plus pour faire les trucs, ça leur coûte pas grand-chose, c'est un service qu'ils proposent en plus, et puis au final, la personne qui investit, elle s'occupe de rien, et eux, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils le facturent à la personne, donc cette tranquillité d'esprit, et au final, tu retrouves parce que ta main-d'œuvre coûte pas cher. Est-ce que tu perçois des dangers quand même à ce step-là du choix des artisans? Est-ce qu'il y a un danger ici comme il pourrait y en avoir en France? Ou est-ce que c'est suffisamment encadré pour que les mecs soient toujours carrés? Alors, je ne parle pas de la façon dont ils vont travailler. Bon, il y a des malfaçons évidemment, mais vraiment dans le sens où ils ne vont pas t'abandonner un chantier, ils vont faire le job, comment tu gères tes acomptes. Tu as toujours une petite part de chance, je pense, pour être honnête. Donc tu sais vraiment, demain, il y a un truc qui se passe dans la vie de la famille, tu vois, on ne peut pas savoir. Tu as toujours une part de chance, c'est de l'immobilier, il y a toujours des risques. Ça, c'est indéniable. Par contre, voilà, la personne, tu regardes, ça fait combien de temps que la boîte elle est ouverte, tu regardes ce qu'ils ont déjà fait, tu vas voir des villas qu'ils ont déjà livrées. Comme en France. Exactement, comme en France. Et tu pries un petit peu pour que tout se passe bien. Mais dans les faits, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Comment tu gères tes acomptes du coup? Les acomptes, c'est un peu comme en France. Donc tu as 30% au début, donc et après c'est au fur et à mesure de l'avancement, la partie démolition. Après, donc on t'avance un petit peu. C'est un peu similaire à la France. D'accord, super. Donc on a abordé donc, la prospection, l'analyse avec les outils que tu as, la dimension donc rénovation, travaux, la fiscalité, les notions d'urbanisme. Donc, on va dire qu'on a abordé les parties majeures d'une activité d'achat, rénovation, revente. J'ai une question, Mika. Ces biens-là que tu rénoves et que tu vas remettre sur le marché de vente, est-ce qu'ils sont en concurrence avec des biens de promoteurs sur des programmes neufs? Et comment toi, tu arrives à te positionner pour que ce soit attractif? Alors, c'est une très bonne question et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche bien l'achat, rénovation, revente. C'est parce que les nouveaux prix
sont quand même assez élevés. Et donc, en fait, les gens, ou alors sont assez éloignés, ou les deux même. Donc, en fait, ces anciens quartiers, ils sont quand même bien placés pour Dubaï, parce que ça reste quand même proche des pôles principaux. C'est les premiers, donc même s'ils étaient loin à l'époque, ça reste quand même correct maintenant. Donc ça c'est une bonne question, mais voilà, ça reste quand même correct. Et les tailles sont très grandes. Donc en fait, les gens, au final, ils achètent quand même des mètres carrés. Donc quand ils achètent pour le même prix une taille plus optimisée, ou alors là, ils ont, tu vois ce que je veux dire, le même nombre de pièces pour une taille plus grande, bah forcément, tu arrives à te démarquer comme ça, quoi. Donc voilà. Donc, c'est assez simple au final. Ouais. Ce qui est bien à Dubaï aussi, c'est que l'opération elle est quand même rapide. Donc comme je t'ai dit, c'est aussi rapide. On n'a pas parlé de la durée, mais aussi voilà, 1 mois, 2 mois d'autorisation de permis. Ouais. En partant du principe que l'acquisition est assez rapide aussi. Donc quand tu as les fonds, évidemment le financement c'est la partie la plus importante. Bien sûr. Voilà. Et après la construction c'est assez rapide. Il y a beaucoup de monde, donc en général c'est 6 mois pour une villa comme ça. Ah oui. Tu vois. Ouais. 400 mètres carrés en 6 mois, c'est beau. Mais bon, quand tu as de la main d'œuvre chère et que ça bombarde, voilà. Donc, ils sont 15 tous les jours. Voilà, donc voilà, quand les acomptes suivent et que la main d'œuvre suit, bah forcément, ça va vite. Quoi, hein, donc, je suppose que tu pourrais vendre en précom. C'est-à-dire là, tu pourrais. Ah, mais c'est pas forcément bien. C'est peut-être sur du coup de cœur sur ce type de bien, hein, mais un peu luxe. Mais tu pourrais, en théorie, techniquement, on vendre sur plan, entre guillemets, faire ta vente sur plan. Sur renders, donc sur les rendus, quoi, c'est ça. Oui. Donc on peut, mais bon, les gens ils viennent sur place, ils voient le bordel que c'est, c'est difficile de se projeter. Franchement, les gens, déjà, même quand il n'y a pas de meubles, parfois, ils n'arrivent pas à se projeter. Alors quand il y a un bordel comme ça, moi je préfère finir, on n'est pas pressé, l'argent coûte rien. C'est ça aussi, c'est que l'argent il coûte rien, donc j'ai pas de. Oui, parce que tu es sur une ventilation du prix sur la marge. Bien sûr. Maintenant, si tu étais en portage à 15%. Même de toute façon je le ferai pas parce que je préfère payer 15% et que la personne paye plus parce que justement elle est le coup de cœur quand c'est fini que voir comme ça la faire venir 3 mois après quand c'est terminé. Enfin, 6 mois après même pour ça. Je suppose que tu peux, si jamais tu fais du clé en main, le mettre à louer en court terme, le temps de la vente. C'est quelque chose qui se fait ici ou pas? Ça se fait. Le seul problème un petit peu en court terme, ça se fait. Oui, il y a des personnes qui cherchent des villas en court terme. 1 mois ou 2, le temps d'avoir leur livraison de maison, je sais pas. Il y a possibilité. Après, je le ferai pas personnellement parce que c'est des gros prix et j'ai pas envie de gratter. Tu vois, 1 mois de location alors que au moins on peut dire à la personne qu'elle arrive dans du neuf. Personne n'a habité dans la villa, tu vois. Il n'y a pas de valises qui ont tapé les murs ou quoi que ce soit. Tout est neuf et les gens ils aiment bien, tu vois. Donc, c'est vrai. Donc voilà, personne n'a habité dedans. C'est vrai que c'est. Je le ferai pas. D'accord. Voilà. Okay, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur par rapport à la villa, l'achat-revente? Alors. Oui. Dubaï, par rapport à ta villa, par rapport oui, bien sûr. J'ai quelque chose d'intéressant. Les erreurs ou les conseils, les astuces. J'ai une autre forme d'achat-revente à rajouter. Donc là, on a parlé de l'achat-revente que j'ai fait donc sur plan, en payant les frais de DLD. Tu me suis jusqu'à là? On a payé aussi l'achat-revente, l'achat-rénovation-revente de la villa. Mais aussi, là, il y a un nouveau type d'investissement qui peut plaire à énormément d'investisseurs. C'est l'achat-revente sur plan sans payer les frais de DLD. Ah oui. Celui qui paye, c'est l'investisseur final qui a les clés. D'accord. Et ça, c'est un nouveau mode de fonctionnement qui est pas pour tous les programmes. C'est vraiment certains développeurs qui proposent ça. Donc, je vous invite à me contacter si ça vous intéresse. Mais il y a des programmes où on peut se positionner sans payer aucun frais de notaire et on les paye au moment de la remise des clés. Donc, c'est exceptionnel. Donc, en fait, tu es quasiment… C'est un peu comme une vente à terme. On va utiliser l'achat de la revente pour payer l'acquisition et on va prendre la marge. En fait, il y en a qui se positionnent maintenant sans payer les frais. Parce qu'en fait, quand tu fais un achat-revente, tu as tes 4% de frais de notaire. Donc, quand tu revends, tu es obligé de revendre à au moins 10% en incluant tes 4%. Tu vois, parce que tu as déjà 4% de pertes sèches. Oui. Là, tu les as pas. Donc, tu les payes seulement au moment de la remise des clés. Donc, tu peux acheter, revendre sur plan sans rien. Enfin, je veux dire, tu es quasiment sûr quand tu te positionnes au début du programme de faire ta plus-value. Donc, ça, c'est intéressant. D'accord. Parce que en temps normal, il faut quand même amortir ces 4% de DLD. Et ça, les projets prennent de la valeur, c'est facile de prendre à 10-20%, mais là au moins, tu es sûr, t'as pas donc même si tu revends que 5% de plus pour une raison X ou Y, tu es sûr de récupérer ton argent et avec une plus-value. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que tout ça, ça tend pas un petit peu à la spéculation en fait sur Dubaï? J'ai le sentiment que
il y a quand même pas mal de personnes qui investissent pour gagner de l'argent. C'est normal, hein, c'est l'objectif. Alors, Mais est-ce qu'ici, plus qu'ailleurs, on a la spéculation avec ces plans de financement qui se revendent plusieurs fois, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de suracheter? Alors, je ne parle pas pour toi qui achète avant de rénover, où tu vas valoriser un bien. Je parle pour celui qui achèterait un bien neuf et qui voudrait le revendre après un peu plus cher, espérer revendre plus cher parce on lui a dit d'acheter dans une zone, c'était super et il espère faire une plus-value. Enfin, s'il n'y a pas un risque de suracheter quand on achète du neuf? Alors, 2 points importants. Il y a toujours des risques. Et ça, c'est la vérité. Donc, on ne sait jamais. Il y a plein d'agents il y a des personnes qui me contactent. Il y a énormément de personnes qui me contactent et qui me disent oui, il y a cette agence-là qui m'a proposé d'acheter ce bien-là. Et elle m'a dit que j'allais faire 30% à la revente garantie. J'ai envie de leur dire, dans la vie. Déjà, quand quelqu'un te dit ça, dans la vie, il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Déjà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les prix là en off-plan sont assez élevés. On est quasiment au plus haut qu'ils n'ont jamais été. Donc, le fait de faire une plus-value, et ça sera probablement le cas, j'en suis conscient, mais c'est de parier sur le fait que le marché va continuer à augmenter. C'est un pari. Et c'est un pari. Et tu ne peux pas dire à tes investisseurs, je te garantis quelque chose, quand toi, en parallèle, donc on le sait tous pourquoi ils font ça, pour vendre. Bien sûr. Voilà. Mais les investisseurs qui me disent ça, moi, je vous donne un conseil. L'agent qui vous dit, vous allez faire 30% garantie, faites-lui faire un contrat, faites-lui faire une signature que vous allez faire 30% garantie, et vous verrez s'il continue ou si, il se désiste, quoi. En fait, et je pense qu'il y a 99% des gens qui vont dire ah bah non, en fait, garantie, non, mais si on le met sur écrit, non, merci. Bah oui, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein, voilà. Très bien. Bah, merci pour ces précisions. C'est vrai que quand on parle de diversification, là on est à Dubaï, il y a souvent des effets de mode sur d'autres investissements. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. On a parlé de Bali déjà dans un autre podcast. Et il y a des choses... Attends, avant de parler de Bali ou Tulum, je veux juste répondre à ta question. Tu m'as dit, est-ce qu'il n'y a pas un effet de surachat ou de personnes qui achètent trop, voilà, comme ça. Ouais. Honnêtement, je vais te donner mon point de vue maintenant que j'habite depuis plusieurs années à Dubaï. Tu vois, je vais te dire, je pense que pour un endroit où il y a autant de sécurité, autant d'infrastructures et qu'on est seulement à 4 000 € du mètre, avec non fiscal, enfin tu vois, quand tu compares à d'autres villes, j'ai même pas envie de te dire d'autres capitales mondiales, mais j'ai même pas envie de te dire Londres, parce que Londres c'est une catastrophe en termes de sécurité, ou Paris, pareil, mais des grosses villes qui te proposent une fiscalité avantageuse, le soleil toute l'année, et des prix avec des finitions, avec des haut de gamme, tu vois, tu as tout dans t'as ta piscine, tu as ton parking, tu as ta salle de sport, tu as ton cinéma, etc. À 4 000 €, 5 000 € du mètre, comment tu veux que ça chute? Enfin, moi, je dis pas que ça peut pas chuter, mais franchement, c'est compliqué. Le risque est voilà. Et justement, modéré, ça fait une transition avec d'autres types d'investissements qui ont connu un petit effet de mode, notamment Tulum. Je me souviens être allé à Tulum en 2021 et j'avais logé dans un programme qui avait été très marketé par certains, dont certains coachs immobiliers. Le programme était magnifique, c'est vrai, et beaucoup de personnes avaient investi là-bas. Je m'étais même interrogé, franchement le programme était magnifique. Simplement, quand j'étais allé sur place, je m'étais rendu compte qu'autour, il y avait énormément de projets de construction avec des projets qui semblaient être encore plus jolis que celui dans lequel j'avais été hébergé. Et donc, j'avais échangé avec certains professionnels de l'immobilier qui m'avaient dit pour faire du locatif, il faut le faire maintenant, mais il faut vendre rapidement parce que dans 3-4 ans, ce sera saturé et les rendements vont chuter. Je parle bien des appartements. Il y a peu de temps, j'ai été contacté, alors j'ai préservé la confidentialité, mais par des personnes qui avaient fait confiance à des formateurs immobiliers. Mais encore une fois, le débat, ce n'est pas les formateurs immobiliers, c'est vraiment l'investissement à Tulum. Ils ont investi dans ces projets-là. Aujourd'hui, leur rendement, il est de 5%. Et s'ils vendent, ils vont à minima perdre 20% par rapport au coût d'achat. Catastrophique. Donc, moi, je ne vais pas dire « Ah, mais je le savais, je l'avais dit ». Moi, je me suis interrogé, j'ai fait mon analyse. Je sais pourquoi je ne l'ai pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne font pas d'argent à Tulum. Il y en a qui le font, notamment dans les villas de luxe. Le luxe, quelles que soient les villes où on investit, j'ai un ami à moi et il y en a qui cartonnent. T'en connais, on en a parlé. Qui a une grosse villa, 6 chambres et qui gagne de l'argent à Toulon. Voilà. Mais encore une fois, il a acheté
parce que c'est aussi le coût du terrain qui a doublé maintenant. Absolument. Ouais. Donc il a acheté avant, il a fait une belle villa et là il gagne bien sa vie avec sa villa à Toulouse. Bien sûr. Donc c'est possible. Ouais. Mais où je suis d'accord avec toi, mais c'est partout pareil. Comme je te disais en France tout à l'heure, comme Bali, il y en a qui Bali, font les confiance petites surfaces, à des promoteurs et qui. Bon, Bali aussi, mais en fait, de façon générale, je pense que les petites surfaces, les gens, ils ont envie de diversifier. On en parlait, il y a beaucoup de plus de. Moi, il y a des personnes, et d'ailleurs, c'est une catastrophe. Ce que je vais dire, c'est. Moi, il y a des personnes qui me contactent tous les jours, mais que des gens brillants en plus. C'est ça le problème. Quand on veut diversifier à Dubaï, on est soit ingénieur, soit on a de l'argent d'une façon ou d'une autre, mais moi, j'ai des docteurs, des avocats, j'ai des entrepreneurs, j'ai vraiment tout type de profil. Tout type d'âge d'ailleurs. Le plus jeune, il a peut-être 20 ans. Le plus âgé, il a peut-être 55 ans. Mais que des personnes brillantes et qui me disent mais on n'en peut plus, on veut plus investir en France. Tu vois. Donc, de façon générale, les gens veulent diversifier. D'ailleurs, moi, quand elle me dit ça, moi, ça me fait peur. Je te jure, franchement, quand je vois, c'est limite un message politique, mais je me dis mais la fuite, parce que les gens, ils investissent pas seulement pour diversifier, ils investissent aussi pour avoir une porte de sortie à terme, pour avoir des documents différents, des papiers différents, pour avoir une sécurité pour leurs enfants. C'est aussi la fuite de certains cerveaux, entre guillemets. La fuite des cerveaux, mais attends, je fais aucune pub. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent à mon petit niveau. Et je constate la fuite de la matière grise française, mais à une échelle genre, catastrophique en fait. Et je me dis, mais là c'est actuellement, mais comment ça sera dans 10 ans, dans 15 ans? Et donc voilà, donc les gens cherchent à diversifier. Donc en général, les gens quand ils diversifient, la plupart des gens ils veulent mettre 100, 200 000 euros. Et en fait, qu'est-ce que tu as à 200 000 euros quand tu disais à Toulon? Tu as des petites surfaces. Et quand tu as des petites surfaces, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir qui font beaucoup de petites surfaces. Donc après, voilà, tu as une saturation. Mais en l'occurrence, voilà, je parlais de Touloum. Donc encore une fois, on peut gagner de l'argent à Touloum. Je ne dis pas du mal de Touloum, mais il est vrai qu'il y a eu des effets de mode là-bas et moi, j'y ai pas cru plus que ça parce que pour moi, c'est surtout une destination tourisme. C'est-à-dire que bien qu'il y ait des gens qui vivent là-bas, qui se développent en tant qu'entrepreneurs, pour moi, c'est surtout une destination tourisme. Dubaï, c'est pas le cas. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, la personne qui s'occupe de Dubaï, elle considère Dubaï comme une entreprise et a parfaitement compris ça. Et moi, ça, je reviens, parce qu'encore une fois, il y a 2 ans, ceux qui me parlaient de Dubaï, je ne savais pas trop. Et là, pour y venir régulièrement voir Mika, puis suivre un petit peu. Mika, je sais qu'il fait des retours terrain. Puis j'ai d'autres personnes dans mon entourage, dont mon voisin actuel qui vit, d'ailleurs, je le salue, Mathieu, qui vit actuellement à Dubaï, qui me font ce retour-là. C'est-à-dire qu'on y vit, on peut se développer. Il y a alors le mot mindset qui revient régulièrement, mais c'est vrai, c'est-à-dire on peut s'entourer de personnes qui ont une vision entrepreneuriale qui est très positive, qui est très optimiste. Et puis, on l'a évoqué, la dimension sécurité, la dimension éducation, etc. Voilà, moi, je suis très attaché à la France. C'est vrai que je peux comprendre les personnes qui vivent ici. Je parlais de mon voisin. Lui, il a une magnifique maison à Mougins. Il va quitter de toute façon, de manière définitive la France. Les millionnaires du monde entier, c'est le pays où il y a le plus de millionnaires. Les gens viennent mais ne partent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ils ne sont pas là pour une mission d'1 an ou 2, ils arrivent à rester. Pourquoi? Parce moi, qu'ils s'y plaisent. J'ai l'exemple. Oui, bien sûr. Parce qu'ils s'y plaisent en fait. Et encore une fois, ils ont le choix d'habiter où ils veulent. Donc si ils viennent ici, c'est que tu vois, ils ont trouvé les réponses à leurs problèmes en fait. Par rapport à la dimension sociétale dont on parlait, la sécurité, au sein de l'agence, j'ai eu un client qui est dans le monde sportif, qui est quelqu'un assez connu, qui nous avait missionné pour lui trouver une maison à la location, une très belle maison dans le sud de la France. Et son épouse, donc ils ont plusieurs enfants, et son épouse avec lesquelles on échangeait régulièrement, avait ces questionnements, ces interrogations par rapport à la sécurité. Elle me dit, voilà, moi, on a bien réussi notre vie, et à Dubaï, je peux porter un beau sac, je peux sortir avec mes enfants peuvent rentrer à pied ou se faire accompagner, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de stress, etc. Là, elle avait, si tu veux, le fait de revenir en France, il y avait un stress. Parce qu'elle s'était habituée à tellement de choses facilitantes ici, que le fait de revenir en France, dans le sud, pourtant avec, entre guillemets, des moyens pour d'avoir des enfants dans les bonnes écoles et d'habiter dans un domaine sécurisé, etc., il y avait un stress, et je l'ai perçu, ça a été beaucoup d'échanges, et au final, ils ont reporté leur retour dans 1 an pour avoir le temps de bien programmer les inscriptions des enfants, bien tout structurer. Et je les comprends. Et pourtant, on leur avait trouvé une maison. Est-ce que tu sais ce que c'est un sursac? Un sursac? Un sursac. Je ne sais pas, Mickaël. C'est un nouveau terme pour les boutiques de luxe.
dans le sud de la France, Mhm. en France, je pense qu'en France de manière générale, qui te donne un sac par-dessus Ah oui, oui, bien ton sûr. sac. Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, c'est pour te dire, Hermès le fait. c'est- À Cannes. toutes les grosses marques le font, Ouais, ouais. c'est pour te dire où on en est. Et même. Donc attends, mais c'est une catastrophe. une catastrophe. On en parle comme si Bien c'était... sûr. Non, mais on revient là-dessus. Ouais. C'est une catastrophe. Les horlogeries le font aussi. Mais normal. Mais moi, je vois à Cannes, je vois les gros titres. À Cannes, Patek Paris je le vois fait. une montre un vol de montre par jour. Ouais. Mais qu'est-ce que il y a un laxisme en France et n'importe quelle personne qui a soit une famille avec un peu d'argent ou même des gens, tout simplement. Moi, toutes les personnes qui me contactent, c'est des personnes intelligentes et elles se posent ce genre de questions. Et franchement, mais tout le monde en a marre du laxisme français. Ouais, ouais. Et en fait, en France, tu risques plus rien quand tu fais des conneries. Et c'est ça le vrai problème. Et donc, attends, on arrive à faire des sursacs. Tu peux pas faire C'est ton vrai ce que magasin. tu Non, mais c'est Non, une mais catastrophe, t'as totalement Stan, raison, franchement. parce que Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais pas pris conscience de ça. J'étais assez fermé. Oui, la France, la sécurité. J'ai vécu dans des quartiers populaires. J'ai jamais eu trop de problèmes. Alors après, il y a un facteur chance. Mais là, depuis que je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Je comprends. Et je l'admets, je comprends. Et surtout, il y a aussi le fait de se dire vers où on va. Là, on est à un point, mais où on sera dans regarde, 5-10 ans. Exactement. Ce côté vision, j'arrive il plus fait à très avoir bien. une vision Est-ce optimiste. que tu laisserais ta compagne sortir avec des amis le soir à Cannes toute seule? À Cannes, on ne parle pas de Marseille ou dans la banlieue de Paris. Tu vois ce que je veux dire? À Cannes, est-ce que tu laisserais sortir avec ses copines en allant dormir en disant oui, il peut rien arriver? Ça, non. Et d'ailleurs, régulièrement, quand elle sort avec ses amis, qu'elle rentre, elle m'appelle sur le trajet pour, à la Taken, pull blanc, voiture immatriculée. Non, mais pour pouvoir signaler quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que même les enfants, moi plus jeune, je me rappelle, je sortais, jeune, hein, je parle à moins de 10 ans, hein. Je sortais, j'allais jouer au square, j'allais sans téléphone, sans être vu par mes parents. Aujourd'hui, moi, je ne laisserai pas mes enfants, même dans un domaine Bien sûr, sécurisé, j'ai besoin de les balader, voir. Ou alors, il faut qu'ils aient un téléphone. Enfin, alors, il y a une franchement, évolution. c'est honteux. Ouais. Mais d'être arrivé dans cette situation-là, moi, j'appelle ça le déclin français. Mais vraiment. Clairement. Et franchement, ça me fait de la peine parce qu'on est français avant tout. Tu vois, on aime notre pays et de voir ça sans pouvoir rien faire. Et c'est parce qu'on l'aime qu'on est touché et qu'on est déçu et qu'on est triste. Et tu vois, contrairement à Dubaï, alors, tu vois, en France, il y a beaucoup de critiques envers les immigrés, etc. Tu vois, en France, alors, à Dubaï, il y a 192 nationalités différentes. Il y a vraiment des gens de la planète entière. Ouais, je vais donner un exemple. J'ai un très très bon ami à moi qui se fait faire ses plats, etc., qui veut des plats bons pour la santé. La personne qui lui cuisine est israélienne. On est en plein conflit. On est à Dubaï, elle est israélienne, elle vit tranquillement, les enfants à l'école, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, encore une fois, pas de politique, mais comme quoi, voilà. Comme quoi, le vivre ensemble, c'est possible, mais encore faut-il que ce soit décidé par les personnes qui accueillent. Le vrai problème, c'est le laxisme. Quand tu laisses tout faire à n'importe qui, c'est une catastrophe. Bien sûr. Mais voilà, je te dis ça Enfin, c'était même pas le sujet du podcast aujourd'hui. Non, mais c'est pas le sujet du podcast, mais en même temps, quand on parle d'immobilier, l'immobilier, c'est quoi? C'est des murs dans lesquels on vit, hein, dans lesquels on grandit, dans lesquels on fait des enfants, dans lesquels on se projette. Et naturellement, ces murs, selon l'endroit dans lequel ils se trouvent, ça a un impact sur notre choix d'y vivre ou pas. Donc le côté sociétal, la dimension sociétale, pour moi, elle est quand même fondamentale. Et ce qui ressort le plus de mes échanges, moi, que ce soit avec toi ou que ce soit avec comment dirais-je, les autres personnes que je connais, d'autres amis que j'ai qui vivent à Dubaï, à chaque fois, ça revient à ça, quoi. Sécurité, éducation, etc. Et je me dis, bon, si ces gens qui sont brillants ont cette réflexion-là, et pourtant, je sais leur attachement à la France, c'est qu'à un moment donné, je vais aussi m'y pencher. Qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, en évoluant aussi, je me rends compte que voilà, là aujourd'hui ça va. Et puis en plus, moi, entre guillemets, je suis un privilégié. Je vis dans une belle région, dans un domaine sécurisé, etc. Il y a l'insécurité, évidemment, quand tu sors le soir sur Cannes, sur Nice, sur Marseille, j'ai vécu à Marseille plus jeune aussi. Paris, tu as l'insécurité. Mais on va dire qu'on n'est pas non plus dans les quartiers où il y a craignent énormément. Ceux qui vivent le plus l'insécurité, c'est ceux qui vivent dans des quartiers populaires, c'est eux qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs et eux, ils ont une insécurité permanente. C'est eux qui sont allumer leur voiture beaucoup plus. Enfin, je veux dire, voilà, on est quand même privilégiés. Et malgré ça, moi, voilà, là au quotidien, ça va. Mais par contre, tu parlais de terre de vision. C'est ça le problème. J'ai plus confiance dans une vision. C'est ça le problème. Dans quel monde, dans quel pays vont vivre mes enfants dans 10 ans? C'est ça le problème. Et moi, la notion d'expatriation, alors là, je fais construire ma maison, un petit peu campagne sud, hein, 15 minutes de Cannes, 15 minutes de Cannes. Mais
donc c'est un projet de vie à long terme. C'est plus fermé comme tu aurais pu l'être. Je n'exclus pas l'expatriation. Il y en a plein. Très sincèrement. Moi, je le vois avant, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, je veux diversifier à Dubaï pour pouvoir avoir des revenus complémentaires. Là, c'est plus le même discours. C'est je veux diversifier à Dubaï pour évidemment avoir des revenus complémentaires, mais aussi, pourquoi pas, avoir une porte de sortie. Une porte de sortie pour y vivre à terme, pour pouvoir avoir des papiers, pour pouvoir venir quand je veux, etc. Donc voilà, il y a un vrai changement dans les mentalités parce que voilà, je pense que toute personne intelligente voit que la France, malheureusement, encore une fois, c'est à contre-cœur que c'est vraiment avec le cœur lourd que je dis ça, mais que la France est en train de chuter, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est un sujet vraiment important, majeur. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu débordé du sujet principal qui était donc l'investissement à Dubaï et l'achat-revente. Et j'espère que d'ailleurs ce podcast vous aura intéressé. Il fait suite au podcast précédent. Mais voilà, ceux qui nous regardent, interrogez-vous, regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs. Interrogez-vous par rapport aux stratégies que vous avez, que vous investissiez en France ou que vous souhaitiez regarder ce qui se fait à l'étranger. J'ai fait quelques fautes de français. Je suis un peu fatigué. Je suis arrivé hier soir. En tout cas, merci merci Mickaël, encore une fois, pour toutes ces astuces, toutes ces informations. En plus, tu nous délivres tes chiffres, etc. en transparence, etc. Donc, pour moi, c'est enrichissant. Et puis, j'espère pour les gens qui nous regardent, c'est également intéressant. On fera évidemment d'autres sujets, ou en tout cas, comment dirais-je, on s'il y a des personnes qui ont des questions, elles peuvent… Voilà, ceux qui ont des questions, comme pour la première vidéo qu'on a fait, et tu as été sollicité, d'ailleurs, tu as répondu à chaque fois. Je te remercie d'ailleurs pour ça. Avec plaisir. N'hésitez pas à solliciter Mickaël. C'est vraiment quelqu'un de confiance. Il saura vous accompagner, vous orienter vers les meilleurs investissements ici. On continuera à les informer de l'avancée de ton chantier pour voir un petit peu. Puis avec plaisir. On reparlera évidemment de la marge au moment où tu vendras. On verra si tu as bien vu les choses ou pas. Je relève le défi. Allez, ça marche. Petite conclusion rapide. Oui. Donc voilà, pour revenir, il y a 3 parties pour faire de l'achat-revente, on va dire, à Dubaï. Donc la première, c'est sur plan, le schéma dit classique. Donc on achète sur plan avec les frais de notaire. Et on revend soit la remise des clés, soit pendant. Donc voilà, vraiment, là je parle dans l'optique de faire de l'achat-revente. Donc c'est pas pour du locatif. Voilà, et on revend à la remise des clés ou après l'avancée. Et on essaye de justement gagner une plus-value en déduisant les frais de notaire. Il y a aussi l'achat, rénovation, revente. On peut le faire ça sur des petits biens aussi. Donc là, on a parlé d'un gros bien. La marge, c'est à peu près la même. C'est juste que le montant n'est pas le même à être investi. Le processus, c'est quasiment le même. Où il y a aussi ce dernier type d'investissement qui est justement l'achat-revente aussi sur plan sans avoir à payer les frais de notaire. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, ça permet aux personnes de justement, même s'ils margent que 5%, 7%, c'est déjà et toi, ça, tu sauras orienter les personnes qui te contacteront vers ce type de projet. Ok. Mika, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je te dis merci du coup, mais c'est vrai qu'on n'avait pas conclu. Avec plaisir. C'était un plaisir à nouveau d'être avec toi et d'échanger de tous ces sujets et puis même de déborder un petit peu. C'est pas mal aussi de parler un peu de tout ça, de comparer un peu nos visions. Toi ici à Dubaï, père de famille, moi en sud de la France. Dubaï, je sais, on me l'a dit, on ne dit pas Dubaï. C'est le côté Frenchy. Merci beaucoup et puis je vous dis à tous à bientôt pour d'autres sujets liés à l'investissement immobilier. À bientôt.